Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Star of Akarios. On va donc débuter le jeu, essayer d'apprendre le jeu déjà dans un premier temps, débuter notre campagne, voilà. Alors, comment ça se passe dans Star of Akarios? Il y a toute une partie en fait quand on commence le... Alors là j'avais déjà fait la mise en place pour gagner du temps, mais il y a toute une partie en fait quand on commence le bouquin. Directement ils nous disent de créer en fait notre personnage, tout simplement. De choisir notre vaisseau, etc., etc. Donc ça se passe comment? C'est où d'abord que... C'est où j'ai lu ça déjà? Ça doit être dans le livre de Rex, hein. Ouais, c'est ça, c'est dans le livre de Rex qu'ils nous disent ça. Alors, ils nous disent en début de campagne de mettre en place ce qu'ils appellent en fait le faucon. Le faucon, c'est une sorte de vaisseau mère en fait que l'on a. Ils nous disent par exemple que l'on commence avec 5, l'emplacement ici là, 5 sur la réserve du faucon. Voilà. Ils nous disent que on commence sur cette map-là et puis qu'on fait une exploration, en gros. Donc on baisse le pion de 1. Et quand on fait l'exploration, bah, automatiquement, donc là ils nous disent de choisir notre pilote, bien sûr, de choisir notre vaisseau. Et après, directement, on passe sur le scénario qui est, donc l'introduction, c'est un peu le tutoriel, en fait. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place effectivement le faucon, bien sûr. On nous dit de commencer ici, donc sur cette carte-là. Voilà. Donc en fait, on commence comme ça. Et ensuite, je pense que ils nous disent, enfin, ils nous apprennent pas vraiment les règles au début de l'exploration. Ça, c'est l'exploration. Ils nous disent que l'on fait ce point-là, en fait, et c'est ce que l'on va faire ensemble. Voilà. Tout simplement. Donc voilà un petit peu comment que ça se passe au niveau du jeu, hein. C'est un jeu où on apprend en jouant, donc évidemment, je n'ai pas tout lu toutes les règles, j'ai lu simplement le premier truc, c'est-à-dire le combat, mais j'ai pas lu l'exploration, j'ai pas lu tout ça. Ici, il y a de l'histoire un petit peu, donc je pense que c'est important de tout bien lire, puisque c'est un jeu narratif, bien entendu. On nous dit donc, vous et vos camarades cadets êtes sur le point de terminer votre formation de pilote à l'Institut d'Akarios, lorsqu'un ennemi inconnu attaque votre planète natale, la planète Médélia. Vous devez vous battre avec l'héroïne de guerre, le capitaine Soma, et son vaisseau, le Faucon. Tout au long de Star of Akarios, vous prendrez part à des batailles spatiales épiques, améliorez votre vaisseau et explorez les confins de l'espace. Donc ça, c'est typiquement le premier scénario. On va nous réexpliquer un petit peu le premier scénario, comment ça se passe. Mais voilà, c'est ça en fait le principe, d'accord? Tout simplement. Donc là, on est au début de la campagne. On démarre sur le système draconien. Donc on verra la carte plus tard. Le pilote, donc moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir ici à gauche, alors c'est vraiment au pif, hein, un pilote qui s'appelle Starla. Voilà. Alors pourquoi Starla? Bah, c'est parce qu'elle a, vous voyez, ici il y a des stats, et en fait elle a des stats de 1 de partout, donc par rapport aux autres, donc c'est pour ça que j'ai pris elle. Elle a 6 HP, et voilà. Le vaisseau, bah pareil, j'ai choisi un petit peu au pif, j'ai choisi celui-là. Il y en a 4 ou 5 au début. C'est le Invictus. Alors pourquoi celui-là? Bah pareil, parce qu'il est à 4-4. Il y en a un autre, par exemple, qui est à 2-6, truc comme ça. Donc du coup, j'ai mis 4-4, ça me paraît pas mal. C'est un Scout et un Heavy. Donc Heavy, ça veut dire que c'est lourd. Et un Scout, c'est... on va voir ce que c'est écrit. Donc 4-4 pour mon vaisseau. Invictus. Donc ils nous disent de choisir le pilote parmi 4 pilotes. Ils nous disent de choisir les vaisseaux parmi, je crois qu'il y en a un, 2, 3, 4, il y en a 5 à peu près. Et là, il nous donne une petite description des différentes classes des vaisseaux ici. Donc moi, j'ai choisi un lourd ici. Donc on me dit que c'est lent et puissant. Il ne vaut mieux pas commencer en combat rapproché avec ces vaisseaux. Donc ça me convient très très bien. Et le deuxième mot-clé qu'on avait, c'était éclaireur. Donc rapide et leste, ces vaisseaux peuvent parcourir de grandes distances tout en passant
souvent inaperçu. Donc c'est un petit peu contradictoire, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, puisqu'il est autant lourd que rapide et leste. Donc généralement le combo il doit être ultime. Il est lourd en mode ben, il a beaucoup de capacité de combat et en plus c'est un éclaireur, c'est-à-dire qu'il est rapide. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Après évidemment il y en avait d'autres, hein, chacun, voilà. Quand on commence le jeu comme ça, on nous demande de choisir une amélioration d'arme parmi celles-là, et on nous demande de choisir une amélioration de moteur parmi celles-là. Alors au début, quand on commence le jeu comme ça, ils nous disent de choisir direct, mais on ne connaît même pas on connaît pas les règles, forcément. Donc du coup, on choisit un petit peu au pif sans réellement savoir à quoi s'attendre. Donc là, bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Sauf que maintenant, j'ai un petit peu plus de recul sur le jeu puisque j'ai lu les règles. Donc du coup, effectivement, maintenant, le choix est quand même un peu plus stratégique. Alors qu'au début, quand vous commencez à lire le livre et vous faites ce qui est indiqué, bah, clairement, vous ne savez pas du tout quoi prendre, quoi. Moi, j'ai pris le Burst Fire et j'ai pris le Flank. On verra à quoi ça correspond plus tard, évidemment. Voilà, donc ça, c'est pour la mise en place, on va dire, de la campagne. Et ensuite, on nous dit, bah, commencez la campagne ici. Voilà. Alors, commencez la campagne. Et là, ils nous disent d'aller directement dans le livre de scénario. Et c'est là qu'on se retrouve dans le livre de scénario. Alors aussi, ils nous disent, pendant la mise en place, pardon, et ils nous disent de prendre, de marquer un squad name. Alors j'ai marqué ludique solo, hein, peu importe, on s'en fout un peu. Donc ça va être ma feuille du gros vaisseau, je pense, du faucon. Et ici, ça, star là, c'est ma feuille de personnage. Voilà, donc évidemment, chaque personnage a une feuille, hein. Je pense que ça va être là qu'on va noter les level up, tous les trucs comme ça. Et ça, c'est plus l'histoire, ça. Voilà. Pour moi, je pense que c'est plus l'histoire. Donc voilà pour ça. On y met de côté, on verra évidemment à quoi ça correspond plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas réellement. Je découvre aussi le jeu avec vous, bien entendu. Quand on ouvre comme ça le premier le livre de campagne, tout de suite, il y a un petit texte d'ambiance. Et bah, on va le lire et après il y a carrément un texte, un grand texte. Donc pareil, on va le lire aussi forcément puisque ça reste un petit peu le principe d'une campagne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas forcément évident de vous montrer. Donc je vais essayer de faire au mieux. La guerre a fait des ravages. L'attaque de Medélia par les Ratans et le début de ce combat ont motivé la création de l'Alliance intergalactique unie. Depuis, les Ratans ont été mis à genoux par une flotte à la pointe de la technologie conçue par les Célestes et dirigée par le capitaine Soma. Certains membres de l'Alliance considèrent que ces actions ont été trop dures, tandis que d'autres pensent qu'elle n'est pas allée assez loin. Pour sa part, Soma est réticente à discuter de quoi que ce soit au-delà de ce qui figure dans son rapport officiel. La plupart des membres de l'Alliance intergalactique unie conviennent qu'une force militaire plus importante n'est plus nécessaire. Les efforts pour surveiller de près les actions des Ratans ne sont pas allés beaucoup plus loin que des querelles entre les membres de l'Alliance. Personne ne veut consacrer des ressources à une mission qui est considérée comme terminée. La planète Medélia a été au centre de ce conflit et les Médéliens sont depuis le début des figures clés de l'Alliance. C'est un congrès très délicat de l'Alliance intergalactique unie qui se réunit maintenant pour discuter de la nécessité de leur présence militaire à l'avenir. Les membres du congrès sont nombreux à penser que le moment est venu de se concentrer sur les intérêts de leur propre espèce. Les Célestes isolationnistes sont les premiers à défendre cette position, tandis que les mêmes membres fiables tels que les Yurs, qui ont aidé à fonder l'Alliance, commencent à reconsidérer leur rôle. Le capitaine Soma est un membre central de l'Alliance et une responsable militaire haut placée de l'Institut Akarios. Elle prêche la vigilance et reste convaincue que la menace n'est pas écartée. L'origine de sa célébrité est embarrassante, même si elle s'en sert comme un outil de recrutement très efficace pour son école de formation. Le rapport du dernier congrès en date n'a pas été rendu public lorsque vous participez à votre premier briefing. Vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme. Certaines personnes considèrent que vous n'êtes pas encore prêt pour les vols d'entraînement sur le terrain. Vous savez qu'elles ont tort et vous aurez bientôt l'occasion de le prouver.
Donc voilà, ça c'est un petit peu le texte d'ambiance. On nous explique un petit peu bah, qu'est-ce que c'est l'Alliance. Alors l'Alliance, c'est un peu un regroupement de plusieurs sociétés pour lutter contre les méchants, entre guillemets. Mais du coup, comme il n'y a pas eu trop d'attaques depuis de longues dates, maintenant, ils sont plus vraiment ensemble. Ils sont plus vraiment convaincus, forcément. Et donc, il y en a certains qui veulent se barrer de l'Alliance, quoi. C'est ce qu'on a compris. Et là, on nous explique un petit peu ici ben, qu'est-ce qu'on doit faire sur le premier emplacement, là, vous savez. Donc on nous dit, après la configuration, parce que le truc c'est bon, votre première mission consistera à prendre le contrôle du Faucon dans le cadre de l'exploration spatiale. Le Faucon est actuellement dans le secteur D11 et la seule action disponible est l'action de reconnaissance. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, on a notre Faucon qui est ici, dans ce secteur-là. Voilà, il est ici dans ce secteur-là. Et on nous dit que notre seule action possible dans ce secteur, c'est de faire une action de reconnaissance, qui doit être celle-là, la 0,1. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ensuite, on nous dit, pour effectuer l'action de reconnaissance, réduisez la réserve du Faucon de 1 et ouvrez le livre des scénarios au numéro du scénario trouvé avec l'action de reconnaissance, c'est-à-dire ici, il s'agit du 001. Lisez le scénario 001 et voilà. Et après, on continue la campagne. Donc en fait, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. On se trouve ici sur le Faucon, d'accord? Et alors, on ne peut pas aller en 2.1, mais on nous dit de faire automatiquement cette action-là. Donc, on fait cette action-là. Ce qui fait que sur le Faucon, en temps normal, ça c'est le Faucon, les stats. En temps normal, on commençait à 5 ici, d'accord? Et du fait qu'on fasse l'action, et ben du coup, on passe à 4 directement. Hop, on passe à 4 et on fait l'action de reconnaissance 001. Et pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se trouve ici, puisqu'on essaye de reconnaître le système, et bien justement, on nous dit de prendre le livre en 001 et c'est ce que l'on va faire. Et on va arriver sur le premier scénario, tout simplement. Donc voilà, le 001, c'est celui-là, le premier, tout premier. Et on nous dit que c'est une mission d'entraînement. L'objectif, il faut éliminer tous les vaisseaux ennemis avant qu'ils ne détruisent le satellite. Ok. Alors, règle du jeu. Dans ce premier scénario, vous allez apprendre comment se déroulent les combats spatiaux. Ok. Donc là, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu un mélange de lecture et de jeu en même temps, puisque à des moments clés, ils nous disent de lire les règles. Et on lit petit à petit les règles, on ne les lit pas tout entières. Bon, malgré le fait qu'ils nous disent quand même de lire ici de 8 à 9 et là de 10 à 18. Donc en fait, vous lisez le livre de 8 à 18 en fin de compte. Donc pratiquement tout le livre, quoi, hein. Donc voilà, c'est pas non plus... voilà. Au début, je me suis dit, ah bah c'est cool, c'est sympa, hein, on va être pris par la main pour apprendre le jeu, vous savez, comme certains jeux, comme ils font, petit à petit. Mais en fait, quand j'ai vu qu'ils nous disaient de lire de la page 8 à 18, sachant que au tout début, la mise en place, on arrive justement à la page 8, hein, ici, la mise en place des pilotes et des vaisseaux. C'est ce qu'on a fait là, ce que je vous ai expliqué. On arrive ici à la page 8, donc ils nous disent de lire ça jusqu'à la page 18 en fait. Donc ils nous disent de... Regardez, la page 18 c'est ici. D'accord? Et après, ils nous disent, juste en dessous, de continuer à lire jusqu'à la page 23, je crois. Voilà, 23. Et après, on arrête. 23, 24, et après, on arrête. Voilà. Je crois que là, ça, on ne lit pas. Donc, en fait, on lit pratiquement tout le bouquin, puisque après, il reste quoi? Il reste 4 pages. On lit pratiquement tout le bouquin avant de commencer, en fin de compte. Donc, en fin de compte, je me suis dit, ils vont nous prendre par la main pour apprendre le jeu, mais en vrai, non. Euh, En vrai, c'est juste une sorte de fake, comment on pourrait dire. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais. Donc ici, ils nous disent de lire 8 à 9. Ici, de lire 10 à 18. Et juste là, juste en dessous, hein, donc on va y venir, de 18 à 24. Donc pratiquement tout le livre, quoi, en fin de compte, hein. Et après, quand on a fini, de 25 à 26. Après avoir atteint l'objectif. Alors moi, évidemment, je ne l'ai pas lu, 25 à 26, puisque je n'ai pas atteint l'objectif. Je n'ai pas encore joué, bien entendu. Mais en gros, on lit tout le bouquin pratiquement, quoi. C'est pas grave, mais c'est le petit aparté qui m'a fait doucement rire. En mode, on essaye de vous apprendre le jeu en jouant, mais en fin de compte, non, vous lisez tout le bouquin, quoi.
Donc ça m'a fait, ça m'a fait un petit peu rire. J'aime bien, moi, apprendre en jouant, en fait. J'aime beaucoup ça. Par exemple, dans Burn Circle, ils ont fait ça. On apprend en jouant, on commence une game à deux personnages, voilà, et c'est vraiment très bien fait, je trouve. Dans certains jeux comme ça, c'est souvent, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ça, c'est plus facile à apprendre. Mais il y a des livres où il faut tout lire, et puis voilà, débrouillez-vous. Alors, on y va pour l'histoire. C'est parti. Donc, on nous dit. Dans la salle de briefing, vous pouvez entendre les bavardages des différents groupes présents. C'est un rassemblement pesant qui mélange pilotes expérimentés et apprentis, issus des différentes espèces de l'Alliance intergalactique unie. Vous scrutez la pièce du regard et reconnaissez un visage familier. Un Médélien, nommé Sol. Il vous salue avec son sourire familier. Bienvenue au grand événement. Tâchez d'être à la hauteur, sinon je n'aurai pas l'occasion de vous voir si mal à l'aise lors du prochain briefing. Les personnes autour de vous sourient en entendant cette petite plaisanterie sans méchanceté. Quelqu'un le félicite pour sa promotion au grade de lieutenant lorsque, soudain, vous êtes interrompu. L'entrée du capitaine Soma n'est ni théâtrale, ni bruyante, mais sa présence met fin au bavardage dans la pièce. Votre attention, s'il vous plaît, dit le capitaine Soma, d'un ton sec avec son accent céleste très sérieux. Elle n'accepte rien de moins qu'une attention totale de la part de son public. Les pilotes les plus jeunes ne l'avaient encore jamais vue, sauf aux informations. Le ton terme de sa voix de Soma les arrête net. Lorsque votre OC est présent, les bavardages doivent cesser. Certains d'entre vous devraient peut-être passer encore un peu de temps en formation. Son regard s'attarde sur les recrues qui n'avaient pas remarqué son arrivée et celles-ci se font toutes petites sur leurs chaises. Je vois plus rien. Si vous n'êtes pas attentif ici, vous le regretterez sur le terrain. Et pas seulement vous, cela pourrait coûter la vie à d'autres personnes présentes dans cette pièce. Elle n'a besoin de cibler personne cette fois. J'attends de vous que votre conduite soit maintenant digne d'un diplômé. Vous savez ce que ça signifie d'être diplômé de l'Institut d'Akarios, n'est-ce pas? Oui, commandant, répond la salle d'une seule voix. La crème de la crème, commande Soma en se tournant vers le tableau, affichant un léger sourire au coin des lèvres. Aujourd'hui, nous allons montrer aux étudiants des tests de vol sur le terrain. Vous ferez des simulations de vol dont les pilotes confirmés ont l'habitude. L'évaluation sera effectuée par les pilotes confirmés présents dans la salle, qui assureront le suivi depuis Medélia. Comme pour tous les tests, vous serez évalué sur vos connaissances techniques, vos capacités à résoudre les problèmes et votre sens de la stratégie. Soma continue, avec un ton qui s'adoucit quelque peu. Vous devrez travailler ensemble sans l'aide d'un officier supérieur. Je serai en orbite avec un petit équipage à bord du Faucon. Nous serons là pour venir vous chercher en cas d'urgence. Toute la salle retient sa respiration. Être surveillé par un officier, c'est une chose, mais être évalué par le capitaine Sona, elle-même en être une autre. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez tous vos horaires de vol. Premier groupe, dirigez-vous vers le hangar de chargement et préparez-vous pour le décollage. Alors que votre escadron se dirige vers une station avec équipage qui est la destination A de l'entraînement, des unités hostiles font leur apparition sur le radar. Une voix rauque se fait entendre à la radio. Est-ce que cela fait partie de leur simulation ou s'agit-il de vos vaisseaux ennemis? Les Ronins sont connus pour leur capacité à réutiliser n'importe quel vaisseau sur lequel ils peuvent mettre la main. Cependant, ils sont là les modèles que les guildes les plus riches ont conçus pour leur propre utilisation, les plus riches et les plus impitoyables. À force de... Il est lourd ce bouquin à force de... à force de le lever. Alors, Sol prend immédiatement la parole. Pilote, ceci n'est pas un test, c'est une véritable attaque. On dirait que quelqu'un a engagé des mercenaires ronins pour attaquer l'un de nos satellites. Nous n'avons pas le temps de faire décoller les combattants. Alors c'est à vous de jouer. Le capitaine Sona continue d'un ton ferme. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Rejoignez le Faucon à ses coordonnées, restez à proximité afin que nous puissions vous aider. Ne prenons pas trop de risques, les cadets. Et voilà. Donc voilà comment ça se passe un petit peu le délire. On était en entraînement et on se fait attaquer. Alors est-ce que c'est prévu par l'entraînement d'après les dires? Non, c'est pas prévu, mais peut-être que si en fin de compte. Hein. C'est peut-être pour nous mettre justement dans des situations de test.
Peut-être que c'est fait exprès, peut-être pas, on verra. Peut-être pas, remarque, c'est peut-être pas fait exprès, hein, tout bête. C'est moi qui cherche midi à 14h, on va dire. Donc, règles du jeu. Donc là, ils nous disent, comme je vous ai expliqué, de lire les pages 8 et 9. Là, ils nous disent de lire les pages de 10 à 18. Et ensuite, l'objectif, éliminer tous les vaisseaux ennemis avant qu'ils ne détruisent le satellite. Donc ça, c'est notre objectif. Les règles spéciales du scénario nous dit que les ennemis sont désavantagés avec le petit symbole de la désavantage lorsqu'ils attaquent des pilotes à moins de 4 cases du faucon. Donc en fait, le faucon nous protège. Donc les ennemis sont désavantagés lorsqu'ils attaquent des pilotes à moins de 4 cases du faucon. Donc en fait, plus on s'éloigne du faucon, et moins on sera protégé. Par contre, si jamais on reste aux alentours du faucon, à 4 cases du coup, les ennemis, quand ils nous attaquent, ils seront désavantagés. Donc le faucon, il est bien sûr ici. Donc toutes les cases autour de lui, hein, il nous protège. On verra si on reste à côté de lui ou pas. Le faucon n'agit pas et ne peut pas être ciblé pour ce scénario-là. Le satellite a 10 points de coque par rapport au nombre de joueurs. Cela correspond à 10 points de coque par pilote. Le signe signifie par. On s'en doutait un petit peu. Moi, je joue solo. Alors, j'ai vu des vidéos où il y a des personnages, enfin des personnes qui jouaient deux pilotes. Alors, c'est possible de jouer deux pilotes. Hein, je pense que c'est faisable. Bon, moi, je vais jouer solo parce que le jeu est prévu aussi pour jouer solo. Mais j'aurais pu jouer deux pilotes aussi. Peut-être que ça apporte un côté stratégique un peu plus important, faut tester, à voir. Ensuite, ils nous disent donc de lire de la page 18 à 24, c'est exactement ce que je vous disais. Donc en fait, on lit pratiquement tout le bouquin. Et après, on commence le combat. Ils nous disent donc de faire la mise en place qui est faite. Et après, c'est parti, on fait le truc. Alors pour la mise en place, comment ça marche? Alors il y a quand même pas mal d'éléments qui sont tirés de Gloomhaven, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à Gloomhaven, mais en vrai, ça ressemble pas du tout à Gloomhaven. En vrai, il y a quelques éléments qui ont été pris de Gloomhaven, clairement, mais ça c'est pas en mal, hein. Pour moi, il faut prendre les éléments sur les bons jeux, clairement. Donc c'est vraiment pas en mal. Et du coup, mais en tout cas, ça ressemble pas du tout à Gloomhaven, je vous le dis. Pardon. Alors la mise en place. On suit évidemment ce qui est affiché. Ici, on a des astéroïdes. Et en fait, suivant le nombre de joueurs, ben exactement comme dans Gloomhaven, on va mettre les différents ennemis par rapport à ça. Donc là, par exemple, moi, je suis à 1-1. Donc j'ai celui-là et celui-là. Le petit blanc, c'est la face du vaisseau, parce qu'on verra que les faces, c'est important. Nous, on peut commencer tout autour du faucon. Donc là, je me suis mis un peu n'importe où. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a là sur... et il y a un satellite, pardon, qui est ici, en A. Ok. Là, il y a la légende. Et voilà. Donc là, en fin de compte, la mise en place est faite. Comme vous pouvez le voir, mon vaisseau, moi, il est ici. Voilà, alors je peux me mettre tout autour du faucon. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Le faucon, il est ici. On a un ennemi qui est ici et un ennemi qui est ici. La face du vaisseau est très importante. Donc là, ça, c'est la face du vaisseau, d'accord? Et elle est très importante parce qu'on va voir comment que ça marche au niveau des trucs. Il faut savoir que c'est un jeu spatial, hein, donc les déplacements dans l'espace se font un petit peu. On peut penser que c'est un petit peu bizarre, mais en fin de compte, c'est un petit peu. En fait, c'est un petit peu réaliste, entre guillemets, on va le voir. Je pense qu'il y a vraiment un coup de main à prendre sur ce jeu-là au niveau des déplacements. Parce qu'on ne peut pas se déplacer comme dans tous les jeux, de case par case, par exemple. On va pouvoir se déplacer en faisant en fait des manœuvres. Et en fait, c'est exactement ça dans l'espace. Il faut savoir qu'on se déplace en faisant des manœuvres, hein, pour ceux qui sont un petit peu fan de l'espace. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une fusée, ben, vous ne pouvez pas avancer de 100 mètres et vous arrêter. Non, en fait, vous allez faire des manœuvres pour pouvoir soit prendre une orbite, soit vous déplacer en utilisant des SAS. Donc, c'est des espèces de vents, enfin des propulseurs qui vont vous donner de l'élan. Et grâce à l'élan, en fait, vous allez faire une continuité. Voilà. Sachant que vous ne pouvez pas vous arrêter, hein, puisqu'il n'y a pas de... quand vous êtes dans l'espace, si vous faites une propulsion arrière et je ne sais pas, de X secondes, ça va vous donner un temps de vitesse par mètre, hein, par exemple. Je sais pas, on va dire une case par exemple en 10 secondes, j'en sais rien. Vous faites une propulsion, bah, vous arrêtez jamais, hein, c'est-à-dire que vous allez à l'infini, quoi. Hein, c'est ça dans l'espace, hein, vous arrêtez jamais. Pour pouvoir vous arrêter, il faudra faire une propulsion dans le sens inverse du sens que vous avez fait.
Voilà, c'est ça l'espace, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc du coup, c'est un petit peu, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi, je veux dire, dans l'espace, hein. C'est pas Star Wars le truc, hein. Normalement, c'est plus complexe que ça, on va dire. Donc on va comprendre un petit peu comment se passe le jeu. Donc il se veut un petit peu réaliste, effectivement. Je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre. Je peux comprendre que ça peut déplaire à certains, le système de déplacement. Vous allez voir qu'il est un petit peu particulier. Je peux peut-être baisser ça. Voilà. Ok. Alors pendant la mise en place du scénario, donc on a mis le scénario bien entendu. On nous a dit ici au niveau de notre personnage, donc ça c'est notre tableau de bord si on veut en fait, de notre personnage, d'accord? Donc ici on a, j'ai enlevé le bouquin, ce qui sert à rien pour l'instant. Voilà. Donc ici sur notre tableau de bord, on a donc notre vaisseau, notre personnage, bien entendu. Ici, c'est ce qui correspond à notre vaisseau, c'est-à-dire c'est notre coque et notre point de bouclier, donc par rapport à ce qui est indiqué ici, par rapport à notre vaisseau. Donc moi, j'ai 4 boucliers et 4 coques. Donc c'est ce que j'ai fait là, 4 boucliers, 4 coques. Ça c'est le stress, on verra à quoi ça sert plus tard. Ça c'est les actions basiques que l'on va pouvoir faire avec nos vaisseaux, avec notre vaisseau, d'accord? Et ça c'est nos compétences que l'on a pris pendant la mise en place, c'est ce que je vous expliquais. Donc on a une compétence par rapport à notre personnage, donc une première habilité de notre personnage, donc qui est ici. Et les compétences qu'on a choisies par rapport à notre vaisseau. Sachant que en fait chaque compétence a des supplies en fait, vous pouvez pas, c'est pas illimité. Et ici par exemple cette compétence là, on nous dit qu'elle a 3 de supply, c'est-à-dire que dans un scénario, je pourrais utiliser ça 3 fois maximum. Donc pour se rappeler du nombre, eh ben, on met un petit cube ici dans l'emplacement ici qui correspond au supply. Et en fait à chaque fois que je vais l'utiliser, ça, ben, je vais descendre. Et puis ben, une fois qu'on arrive à 0, ben, on ne pourra plus l'utiliser tout simplement. Donc ça fait partie aussi de la stratégie. Donc ça marche un petit peu comme ça. Chaque capacité ou modification, upgrade ou ce que vous voulez a des sortes de supply. Comme là, celle-là, on en a 2, donc on peut utiliser 2 fois dans le scénario, puis après c'est fini, on ne peut plus utiliser. Donc voilà, c'est à calculer, à comment on utilise, comment voilà. C'est tout un peu un jeu de calcul sur les mouvements, les utilisations justement des compétences, des trucs comme ça. Donc voilà le plateau de bord, hein, voilà, il n'y a rien de folichon. On a nos cartes, simplement. Et les actions de base, on reviendra dessus pour voir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis à gauche parce que, ben, encore une fois, c'est un grand plateau, il y a beaucoup de choses. Les ennemis, comment ça marche? Alors, les ennemis, normalement, si je fais ça, ça va activer la deuxième caméra, voilà. Donc ici, les ennemis, alors, là, on nous a dit pendant le scénario de mettre 2 ennemis, vous en voyez un ici, donc ça c'est un ennemi, d'accord? Et en fait, chaque ennemi a une carte, comme ça, avec un côté standard et un côté élite. Un petit peu comme Gloomhaven, vous savez, Gloomhaven a des ennemis élites et des ennemis standards. Donc là, moi, c'est que des ennemis standards par rapport au scénario, donc voilà. On prend un petit carton comme ça pour mettre la feuille, donc ça c'est plutôt pas mal. Et même chose, on met les points de coque et les points de bouclier, pardon, et les points de... non, c'est l'inverse. Ça, c'est la coque. Les points de coque et les points de bouclier. Voilà. Donc là, eux, par exemple, en coque, ils ont 6. C'est marqué ici, il y a 6 hein, sur la feuille. Et en bouclier, ils ont 0, donc j'ai mis 0. Voilà, donc c'est marqué ici, hein, 6, 0, ils ont 2 d'attaque. Ça va être important, l'attaque, on verra après. Voilà. Le numéro ici en haut à droite correspond, donc il n'y a rien de plus, hein, c'est juste ça, c'est pour nous aider. Le numéro à droite correspond en fait à, comme dans Gloomhaven, quand on va activer les personnages, bah on va devoir les activer par rapport à leur numéro. Donc voilà, c'est simplement pour dire lequel s'active en premier. Donc ça, c'est exactement le même principe que Gloomhaven. Quand vous avez des standees avec des numéros dessus, bah, c'est pareil. Alors, comment se passe le jeu? Alors, pour information, encore une fois, je n'ai jamais joué, hein, donc, donc si jamais il y a des erreurs ou autre, voilà. Bon, normalement, je vais essayer de ne pas en faire comme d'habitude. Vous avez l'habitude, de toute façon, maintenant, je fais tout le temps des vidéos découvertes de toute façon. Donc, comment ça se passe le combat spatial? Puisque ça, en fait, ça fait partie du module du combat spatial, parce que dans le jeu, vous verrez qu'il y a plusieurs modules. Il y en a 3. Il y a le module combat spatial, le module exploration spatiale et le module exploration du monde, d'après ce que j'ai compris. On verra ça, bien entendu, durant la campagne.
Donc là, le combat spatial, c'est le premier module, c'est celui-là qui va nous permettre d'apprendre le jeu du combat. Donc déjà, on doit se placer où on veut, tout autour de notre faucon. Je vous rappelle que là, l'objectif, c'est de protéger le satellite qui est ici. Et il a 10 points de vie. Voilà. Alors, comment ça se passe, le tour de jeu, comme ça? Je vais avancer un peu. Ok, alors déjà, comment on se positionne? C'est ça la question. Comment on se positionne? Comment on se positionne? Alors là, attends, faut qu'on réfléchisse. Déjà, direct, il faut qu'on réfléchisse par rapport à notre mouvement, bien entendu. Moi, je vais pouvoir aller tout droit. 1, 2, 3, 4. Donc, si je me mets là, par exemple, je vais faire 1, 2, 3. C'est ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, je vais faire tac, tac. Ça me paraît pas mal. Je vais me positionner ici. Voilà. Je vais me positionner ici. Et on nous dit pendant la mise en place qu'on a le droit de tourner notre vaisseau dans le sens que l'on veut. Vous allez voir que c'est très important d'avoir conscience de l'avant du vaisseau et de l'arrière du vaisseau. Donc là, mon avant, il est ici, bien entendu, puisque si par exemple je me mets comme ça, ben, mon avant, il est ici, d'accord? Donc ça, c'est super important de le prendre en considération, que ce soit pour moi ou pour les ennemis, bien entendu. Pareil, l'avant, il est ici, là où il y a le petit token, en fait, hein, d'accord? Donc ça, c'est super important. Donc là, la mise en place est terminée. Je me place ici, ça me paraît bien. Donc pendant la phase de combat spatial, ça se joue en plusieurs rounds, bien entendu. Et ça se joue, dans chaque round est divisé en phases. La première phase, ça sera la phase des pilotes. La deuxième phase, ça sera la phase des ennemis. Et la troisième phase, ça sera la phase fin de tour. Et après, on recommence jusqu'à ce que le scénario soit terminé. Donc, en fin de compte, c'est pas si complexe que ça quand on y repense, hein. On va dire que mécaniquement parlant, c'est comme beaucoup de jeux, quoi, hein. Phase joueur, phase ennemi et fin de tour, voilà, c'est assez simple. Donc on commence avec la phase joueur. Quand on commence avec la phase joueur, la première chose à faire, c'est qu'on augmente notre bouclier. Sauf que moi, bah, je ne vais pas l'augmenter. Pourquoi? Puisque mon bouclier est déjà full, hein. On ne peut pas avoir une valeur de bouclier qui est supérieure à ce que l'on a. Donc moi, mon bouclier, je suis à 4. Donc je suis déjà à 4, je ne peux pas augmenter mon bouclier. Voilà. Mais si jamais j'avais perdu par exemple des boucliers et que j'étais à 2, ben là, dans la phase des joueurs, vous augmentez votre bouclier. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des vaisseaux, ils proposent des vaisseaux en fait au début à très peu de points de coque, il n'y en a peut-être que 2 points de vie, enfin 2 points de coque, puisque les points de coque c'est un peu les points de vie. Par contre, vous avez beaucoup de boucliers. Après, voilà, il faut faire attention, quoi, parce qu'il peut y avoir des capacités qui vous permettent justement de taper et de passer outre ce bouclier. Donc, il faut faire gaffe. Et après, c'est un choix de vaisseau, quoi, tout simplement. Je sais pas si après on va pouvoir changer de vaisseau dans la campagne, j'en sais strictement rien. Voilà. J'ai réglé un petit peu la caméra. Donc, la première chose à faire, c'est augmenter notre bouclier. Donc, bah, moi, je suis full, il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de lancer les dés d'action. Donc, en fait, dans ce jeu-là, c'est un jeu de placement de dés. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce système de jeu, on a un pool de dés. Donc, en temps normal, c'est 4. Mais comme moi, je joue solo, et ils nous disent dans les règles que quand on joue solo, on se rajoute un dé supplémentaire, donc 5 dés. Et en fait, on va pouvoir faire nos actions par rapport aux dés. Donc, c'est similaire un petit peu à Too Many Bones, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous faites votre action de dés, et puis suivant... Alors, dans Too Many Bones, vous avez quand même la possibilité, par exemple, de faire des déplacements, des machins sans les dés, mais c'est vraiment un jeu de pose de dés. Alors, je sais pas s'il y en a, j'en ai un autre comme ça dans ma ludothèque qui ressemble. Hmm, non, je crois pas, mais bon, c'est un peu pareil qu'une pose d'ouvrier, sauf que c'est avec des dés, quoi, entre guillemets. Donc là, faut lancer les dés, bien entendu. Alors, je vais chercher pour savoir ce que l'on peut faire. Voilà. On lance les dés. C'est parti. Hop là. Alors, on va les récupérer. Oh là là, j'ai fait un lancer un peu pourri. Alors, sur les dés, il y a 4 faces différentes. Il n'y en a pas 50. Il y a cette face-là. Donc, voilà, cette face-là. Cette face-là, c'est du stress. Alors, on verra comment ça sert. Il y a cette face-là qui est du mouvement. Voilà. Cette face-là qui est du tir. Voilà. Et il reste une seule face qu'on n'a pas vue, c'est celle-ci. En fait, celle-ci, c'est une face un peu de joker. Elle peut faire autant le mouvement que le tir. Voilà, en gros.
Donc voilà approximativement le délire des dés. Vous avez la possibilité maintenant, si vous voulez, d'augmenter votre stress de 1 pour relancer le nombre de dés que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous avez la possibilité de le faire maintenant, là, avant de commencer à les utiliser. Vous pouvez dire, bah, écoutez, moi sur mon personnage, le pool de dés ne me convient pas. J'augmente 1 de stress, voilà, et je relance le nombre de dés que je veux. Hein, c'est ce que vous voulez. Donc là, moi par exemple, je pourrais relancer 3 dés. Voilà. Donc je relance 3 dés. Voilà. Parce que j'ai augmenté mon stress. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est une des possibilités que vous pouvez faire. Il y a également une autre règle qui nous dit que si jamais on a obtenu 3 stress, comme moi tout à l'heure, c'était des exemples que je vous donne, hein. Si on a obtenu 3 stress ou plus, on a le droit de relancer tous nos dés gratuitement, sans dépenser de stress. Un petit peu à la Mage Knight, vous savez, quand on obtient trop de dés, par exemple, de mana gold, jour quoi, et nuit, ben pareil, on doit relancer. Ben là, c'est le même principe. En fait, on nous dit que quand on a 3 de stress ou plus, on peut relancer. C'est illimité, on peut le faire autant de fois qu'on veut. On peut relancer tous les dés, tous, sans utilité de stress. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous ai montré l'exemple. Comme ça, vous comprenez bien, mais moi, je fais ça, évidemment. Voilà. J'ai eu beaucoup de mouvements, par contre, pas beaucoup de tirs, mais bon, c'est comme ça. Ok. Donc voilà. Si là j'avais eu encore 3 stress, eh ben, je pouvais encore tout relancer. J'avais le droit. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a lancé tous nos dés, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attribue nos dés pour faire nos actions. Alors exactement, c'est exactement ça, c'est très simple. Et donc nos actions sont sur notre plateau de joueurs ici, par rapport à tout ce que l'on a gagné, dépensé, tout ça. Et en fait, suivant les phases qui sont indiquées, on va pouvoir attribuer les dés. Donc on va décrire un petit peu les actions, puisque c'est un peu le principe de comprendre. Donc ici, toutes nos actions basiques de tous les vaisseaux. On a une première action ici, ouais, avec ce symbole-là, là, le petit mouvement ou le petit tir. Donc ça veut dire en fait que je peux soit mettre un mouvement pour faire l'action, soit mettre un tir pour faire l'action, soit mettre un joker. Hein. Voilà, c'est vraiment au choix. Et donc ça, cette action-là, en fait, c'est une rotation de mon vaisseau ici. Donc par exemple, si je fais cette action-là, bah, j'ai le droit de faire une rotation de mon vaisseau et je peux tourner 2 fois, changer d'orientation en fait, si vous préférez. Et vous pouvez le faire 2 fois maximum. Donc c'est pour faire la rotation tout simplement de votre vaisseau. En fait, vous faites une manœuvre de rotation et vous pouvez le faire 2 fois. Donc par exemple, dans ce cas-là, si je veux le faire, bah, je vais faire une par exemple et 2 maximum. Voilà. Je peux pas faire 4 quoi. Ensuite, la prochaine action, celle-ci. En fait, celle-ci, alors il y a une petite erreur, enfin une petite erreur. En gros, il faut mettre 3 dés là pour que ça soit actif, d'accord? Il faut mettre 3 dés pour que ça soit actif pour pouvoir faire l'action qui est là. Donc l'action qui est là, c'est en fait on perd de stress, on répare notre vaisseau de 2 et on a un truc de 2, alors je sais plus c'est quoi, attendez. Donc on récupère 2 points de coque, on réduit le stress de 2 et on gagne 2 points de réserve. D'accord. 2 points de réserve pour une action. Ici, les points de réserve, c'est ça. Vous savez qu'on dépense de la réserve pour l'action, bah, on en gagne 2, par exemple. Donc c'est ça, c'est si on fait cette action-là, attention, il faut bien mettre les 3 dés. Hein. C'est bien écrit sur la FAQ. Alors, c'est une petite erreur parce que normalement, ils n'auraient pas dû être comme ça. Parce que normalement, quand ils sont séparés comme dans ce cas-là, ça veut dire que l'action, on peut la faire 2 fois dans notre tour. Par exemple, je pourrais attribuer un dé pour faire l'action, ici, et après je peux en attribuer un autre pour refaire l'action, parce que c'est séparé en fait. Du moment que c'est séparé, vous pouvez attribuer un dé pour faire l'action, d'accord? Quand il y a un petit plus comme là, ben, ça veut dire que c'est en plus, c'est pour améliorer une action, le petit plus, comme là par exemple, ou là. Et quand c'est collé, ben, ça veut dire qu'il faut tous les dés, quoi, quand c'est collé. Par exemple, par exemple, ici. Voilà, par exemple, ici c'est collé. Donc là, pour pouvoir faire l'action, il faut 2 dés. Quand c'est séparé, bon bah c'est bon, vous pouvez mettre un dé pour faire l'action. Et quand il y a le plus, faut forcément, c'est pour améliorer en fait. Hein. Vous pouvez faire l'action que comme ça. Et si vous voulez améliorer, bah, vous mettez en plus. Ça va donner des stats en plus. Et voilà. Ok?
Si jamais il y a cette action-là, ben en fait, c'est vous mettez pas de dé, mais vous dépensez un supply pour pouvoir faire l'action. Voilà, c'est tout, il n'y a que ça de différence. Donc là, il y a une légère erreur sur le plateau qui est confirmée sur la FAQ officielle du jeu. C'est que normalement, ça aurait dû être attaché. Voilà, tout ça aurait dû être attaché puisque pour faire cette action-là, c'est bien précisé dans le livre de règles, il faut 3 dés et pas un seul. Attention, à ne pas vous tromper. Ok? Voilà, donc ça c'est une action de réparation en fait. Ici c'est une action de mouvement, alors il faut un dé et on peut le faire 2 fois. Hein. Donc ça permet en fait de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que vous voyez, je me déplace, je suis ici, position de départ, position d'arrivée, je me déplace pour arriver ici en position d'arrivée ou de l'autre côté. C'est au choix. Quand on fait un mouvement, il y a toujours une position de départ et toujours une position d'arrivée. Ici pareil, c'est un mouvement en ligne droite, position de départ, position d'arrivée. On peut le faire 2 fois également. Et ici, on a une attaque basique. Donc là, il faut un dé de combat, bien entendu. Si je mets un dé de combat ici, on me dit que je fais 1 point de dégâts. Alors, vous voyez pas bien parce que c'est en tout petit. Mais je fais 1 point de dégâts sur une seule cible. Et évidemment, la cible, il faut qu'elle soit dans la zone concernée. Forcément. Ok. Par contre, je peux améliorer mon tir. Par exemple, je peux améliorer en rajoutant un dé. C'est pour ça qu'il y a un petit plus. Et si je l'améliore, dans ce cas-là, je fais 2 points de dégâts à une cible au lieu de 1 point de dégâts. Donc j'améliore mon tir. En fait, je me concentre si vous préférez. Et du coup, ça améliore. Toujours dans la zone, bien entendu, par rapport à mon vaisseau. Facile jusque-là. Et donc ici, par exemple, j'ai un mouvement également. Donc ça, c'est ma capacité de flanc. Donc mouvement, ce qui me permet de faire soit comme ça, soit comme ça. Donc pareil, toujours avec une position de départ, position d'arrivée. Ok. Et j'ai mon tir ici, donc mon burst fire, même chose. Donc alors là, je vais peut-être pouvoir vous montrer de plus près avec la focus, parce que c'est une carte, c'est pas le board, c'est plus facile. Donc du coup, si je mets mon dé ici en premier, je vais faire 2 points de dégâts à 2 cibles qui sont dans la zone, bien entendu. Alors attention, je ne peux pas cibler 2 fois le même ennemi, donc ça c'est comme dans Gloomhaven, forcément faut que ce soit 2 cibles différentes, d'accord? Par contre, je peux l'améliorer en mettant soit un mouvement, soit un combat, et si je l'améliore, cette fois-ci, je ne fais pas 2 points de dégâts comme là, mais j'en fais 3 à toujours 2 cibles, toujours dans la zone. Voilà. Donc voilà comment ça se passe pour ça. Ici, j'ai une compétence un petit peu particulière, puisqu'elle me dit en fait, c'est un sacrifice. Et en fait, elle me dit que j'active j'active un dé soit de mouvement, soit de combat ici, pour pouvoir gagner cette capacité-là. Donc cette capacité-là, pardon, ça s'appelle le renforcement. Voilà, donc il y a une description dans le livre de règles. On verra à quoi ça correspond, on verra à quoi ça sert. Mais en fait, je peux la faire à 2 cibles, donc à 2 alliés. Je peux me cibler moi-même, vu que je joue solo, forcément, c'est un avantage, sinon la compétence ne servira à rien. Et là, le petit carré en dessous, là, le petit 3, en fait, ça correspond à la distance à laquelle je peux faire cette compétence-là. Donc jusqu'à 3 cases autour de moi, je pourrais cibler un allié, ou moi-même, bien sûr, pour faire un renforcement, puisque ça, c'est la compétence de renforcement. Attention tout de même, il y a un effet ici. À chaque fois qu'il y a des effets, il va falloir évidemment les faire. Et là, l'effet, c'est que je perds un point de coque. C'est pour ça que ça s'appelle le sacrifice. C'est qu'en fait, je donne un petit peu de ma coque pour donner du renforcement à mes alliés ou à moi-même. Voilà, c'est ça ma capacité. Voilà, donc là, vous avez vu toutes les actions. Hein, il n'y en a pas d'autres. Et puis évidemment, plus on va avancer dans la campagne, plus on aura des nouvelles actions que l'on va pouvoir débloquer. Et plus je pense qu'on va pouvoir aussi changer celles que l'on a pour les améliorer, par exemple, trucs comme ça. Il y a une petite particularité que je vous ai pas dit, c'est par rapport au stress. Quand on a un stress, on peut utiliser le stress comme si c'était un joker, que ce soit au mouvement ou combat. Par contre, si jamais on le fait, dans ce cas-là, on augmente notre stress. Le stress, il va y avoir des paliers. Et si on arrive sur un palier, il va se passer quelque chose. Souvent, on va prendre un malus dans notre modificateur deck, par exemple. Ou alors, il va se passer d'autres trucs si on a trop de stress. Ok? Donc voilà, le stress, à quoi ça sert? C'est comme un joker, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais on peut l'utiliser. Si je l'utilise, par exemple, je sais pas, pour faire ça, dans ce cas-là, vu que c'est du stress,
je vais augmenter mon stress. Et il y a les paliers à 3, 5, 7 et 10. Le palier 3 à 5, bah, je vais mettre une carte de raté dans mon deck, donc de miss. Et les paliers 7 à 10, il se passe un truc un peu plus complexe. Voilà. Attention aussi, il y a certaines capacités qui ont des effets de stress, comme ici. Cette capacité-là, elle a un effet de stress, c'est-à-dire en fait que si j'active un stress sur cette capacité-là, eh ben, je vais pouvoir bénéficier de l'effet qui est indiqué ici. Et là, l'effet, en l'occurrence, c'est de pouvoir euh, faire une rotation de mon vaisseau avant le début de mon déplacement ou après. Donc ça, c'est si seulement j'utilise un stress, bien sûr, parce que c'est un effet de stress en fait, hein, d'accord? Il peut y avoir comme ça sur des cartes des effets de stress qui interviennent. Voilà, je vous ai tout dit. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attribuer les dés par rapport à ça et vous jouez tout simplement. Donc là, le but, comme je vous ai dit, c'est de détruire les deux vaisseaux avant qu'ils arrivent à détruire le satellite, d'accord? Donc déjà, moi, pour pouvoir tirer sur les vaisseaux, vous voyez que je suis quand même assez loin des deux vaisseaux. Donc pour pouvoir tirer dessus, il faut, ben, par exemple sur mon Burst Fire, ben, il faut pratiquement que je sois en ligne droite pratiquement, hein, ou pas, mais au moins minimum à 2 de distance. Vous voyez, il y a 2 de distance, je ne peux pas être à 5, hein, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ou alors j'ai une action ici d'attaque qui est un petit peu comme celle-là, mais cette fois-ci là c'est à 3 de distance, vous voyez, celle-ci. Bon évidemment celle-ci fait plus de dégâts que celle-là, mais celle-ci est limitée en supply, bien entendu. Voilà, donc là on va faire quoi? Alors, euh, l'idéal serait de péter lui en premier, c'est le plus près en fait, hein. L'autre il est quand même assez loin, il est là-bas. Je vous rappelle, ah oui, il y a un système aussi d'avantages et des désavantages dans le jeu, comme dans Gloomhaven d'ailleurs. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on va tirer derrière, un vaisseau par derrière, en fait, vu qu'on est derrière lui, forcément, on aura un avantage, ce qui semble logique, bien entendu. Et voilà. Et après, les désavantages, ça peut intervenir par différentes règles. Comme là, eux, ils ont un désavantage si moi, je suis à 4 cases de lui. Donc, il y a peut-être intérêt aussi à rester près de lui. Là, ce qui serait l'idéal, donc c'est là en fait que le jeu et toute la stratégie entre, c'est quoi faire avec vos dés en fait par rapport à vos mouvements, tout comme ça. Il faut tout calculer en fin de compte, hein. C'est tout un jeu pratiquement de calcul. Donc là, moi j'aimerais bien faire mon burst fire avec ça, par exemple, dans un premier temps. Donc ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser sauf pour ça, d'accord? Je peux peut-être l'améliorer avec celui-là, ok, pourquoi pas, ça serait pas mal. Par contre, il faut que je sois à 2 de distance de lui, quoi. Donc, il faut que je me trouve ouais, à 2 de distance dans ce rayon-là, quoi, entre guillemets. Donc, il faut que j'arrive à me déplacer pour aller ici. Alors, l'idéal serait peut-être de faire un flank. Donc, je vais tout de suite faire un flank. Donc, je mets un dé ici. D'accord? Et donc, je fais un flank. Alors, je suis en fait la manœuvre qui est indiquée sur la carte, tout simplement. La manœuvre sur la carte me dit que donc je commence ici, ok, pas de problème. Et me dit que j'avance de 1, 2, 3 cases. Donc 1, 2, 3 cases. Ensuite, la manœuvre me dit que je tourne ici et j'avance. Si je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Et ensuite, je tourne encore et j'avance ici pour finir, en fin de compte, comme ça. Voilà. Donc je suis un peu à l'envers par rapport à l'ennemi, puisque moi, mon devant, il est ici. Donc voilà comment c'est le truc. Alors, on va voir si je ne me suis pas trompé. On était comme ça, d'accord? Hop, donc, non, je me suis trompé. C'est pour ça que c'est bien de prendre les cartes. Je me suis trompé, donc j'ai bien fait, on était ici, j'ai bien fait 1, 2, 3. Ensuite, ici, ici, d'accord? Et en fait, je termine comme ça. Voilà. Alors, je ne me suis pas trompé sur le déplacement, je me suis terminé sur le sens de fin. Le sens de fin, on voit bien que mon vaisseau, il est comme ça. D'accord? On voit que ma case, elle est comme ça, donc il est bien comme ça, mon vaisseau.
Donc voilà, donc là je termine comme ça. Donc il faut absolument commencer comme c'est indiqué, enfin on commence toujours comme c'est indiqué et on termine toujours comme c'est indiqué également. Donc là moi j'ai commencé, j'étais comme ça, donc je mets ma carte comme j'ai commencé, donc comme ça, d'accord, dans ce sens-là. Et après je dois terminer comme ça, c'est bien comme ça. Donc là c'est bien respecté. Ne commencez pas, si votre vaisseau il est là-bas, par exemple, ben, ne commencez pas comme ça, forcément ça va pas. Il faut toujours mettre l'avant vers l'avant d'où vous commencez pour pouvoir terminer correctement. Donc ça c'est fait. Donc là j'ai utilisé ma capacité de flank, d'accord. Donc évidemment je perds un de supply puisque j'ai fait cette action. Je ne pourrai plus la refaire après. Donc là maintenant ce qui m'intéresse bah, c'est de faire une manœuvre de rotation pour être devant lui pour pouvoir lui tirer dessus. Parce que si on regarde ma carte que je voulais faire, donc je la mets comme ça, je la mets exactement, vous voyez, comme je suis. Vous voyez que je peux tirer en fin de compte ici, 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 mais lui, bah, sur sa cage, je ne peux pas lui tirer dessus, malheureusement. Eh ouais. Donc il y a tout intérêt à faire une rotation, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais activer un des mouvements pour faire une rotation ici. Donc je peux faire une rotation jusqu'à 2 cases. Donc 1 et 2. Voilà, je me mets carrément en face de lui, directement sur son flanc. En plus, là, je vais avoir un avantage parce que je suis considéré comme derrière lui. En fait, le derrière d'un vaisseau, si je prends celui-là, le derrière, c'est les 3 cases là. Voilà. Et les 3 cases là, ben, c'est considéré comme devant. Donc là, comme je suis sur les 3 cases arrière, ben, je suis considéré sur derrière. Donc j'ai un avantage quand je vais pouvoir faire ma capacité de tir. Attention, pour pouvoir prétendre à un avantage, il faut forcément que votre capacité de tir, pardon, et comme ça, des petits symboles en fait, et un effet de zone tout simplement. Parce qu'on verra plus tard qu'il y a des capacités qui n'ont pas d'effet de zone. Et quand vous n'avez pas d'effet de zone, ben, vous ne pouvez pas prétendre à un avantage. Ok, donc c'est la petite nuance à faire attention. Donc là, j'ai fait ma rotation. Vous voyez qu'on peut le faire qu'une seule fois par tour, la rotation. Il faut bien calculer son coût. Il me reste potentiellement 3 dés, d'accord. Sachant que là, je vais tirer. Eh bien, écoutez, je vais faire mon sacrifice, tant qu'à faire. J'ai le droit d'activer avec n'importe quel dé. Hop, je fais mon sacrifice ici. Donc, ça veut dire en fait que j'ai le droit de cibler 2 vaisseaux alliés ou moi-même dans une zone de 3. Donc dans une distance de 3, d'accord? Donc dans un rayon de 3, je peux cibler jusqu'à 2 vaisseaux alliés. Bah là, moi je suis tout seul, donc je ne vais pas cibler 2 vaisseaux alliés, pardon. Ça sert à rien que je cible lui, parce que lui, sur ce scénario-là, il joue pas. Voilà, il fait juste, il fait rien en fait. Donc du coup, là, je vais me cibler moi-même. D'accord? Et donc, je fais un renforcement sur moi-même. Un renforcement, on me dit quoi? On me dit que je prends une carte x2 renforcement. Donc ça, c'est une carte x2 renforcement. On le reconnaît au symbole qui est là. Voilà. Et que je le mets dans mon deck. Je mets cette carte-là dans mon deck, d'accord? Et que je mélange mon deck. C'est un renforcement quand je vais pouvoir justement faire des actions d'attaque. Donc ça, c'est bien. Donc attention, j'ai oublié de réduire les supplies. Ne pas attendre. Donc là, je dois réduire mon supply, je passe à 1. Voilà. C'est-à-dire qu'après, bah, je ne pourrai plus le faire. Il me reste une seule fois. Et on n'oublie pas l'effet, ici. Je perds un de coque. C'est un sacrifice, hein. Donc je me sacrifie un peu de ma coque. Je passe à 3 pour avoir la possibilité, justement, de faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, mon modificateur. Je vous ai pas dit, mais ça, c'est des astéroïdes. Alors, les astéroïdes, c'est un petit peu des terrains, comme on pourrait retrouver dans Gloomhaven. Et là, pour le coup, les astéroïdes, en fait, c'est si vous vous déplacez dedans, bah, du fait que les astéroïdes, c'est des cailloux, si vous préférez, ben, on perd, à chaque fois qu'on se place dedans, on va perdre un point de coque parce que ben, ça tape sur notre coque, bien sûr. Donc voilà, c'est juste ça. Après, il y a tout un système de lignes de vue, mais en fait, il est très rare que vous n'avez pas la ligne de vue. Ça peut arriver avec les astéroïdes, parce qu'en fait, on ne peut pas tirer à travers une astéroïde, bien entendu. Mais bon, là, c'est pas le cas. Mais voilà, il y a un système de ligne de vue dans le jeu quand même. Il faut prendre la case
de là où on est jusqu'à la case adverse. Donc, vu que c'est l'espace, généralement, il n'y aura pas trop de problèmes de ligne de vue. Sauf, je vous dis, à ce qu'il y ait des obstacles, parce que parfois, il peut y avoir des obstacles, par exemple des planètes. Mais ça, c'est un petit peu logique. C'est-à-dire, si vous avez une planète ici, que vous avez un ennemi là, où vous êtes là, forcément, vous ne pouvez pas attaquer à travers la planète. Il faut être un petit peu cohérent. Et bien là, c'est un petit peu pareil avec les astéroïdes. C'est difficile de tirer dans les astéroïdes. Donc, traverser un astéroïde, vous ne pourrez pas, puisque vous n'aurez pas ligne de vue. Par contre, si vous êtes ici sur un astéroïde et que l'ennemi est plus loin, bah, là, vous pouvez en fait, normal. Et pareil, si l'ennemi est sur l'astéroïde et vous êtes plus loin, bah, vous pouvez le tirer dessus. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est simplement traverser les astéroïdes. Si votre tir traverse les astéroïdes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais sinon, on va dire que dans 90% des cas, vous aurez la ligne de vue, quoi. Voilà. Donc c'est assez facile pour ce cas-là. Ok, donc là il me reste 2 dés, et ben je vais faire mon tir comme j'avais prévu, donc mon Burst Fire. Donc pour pouvoir l'activer la première fois, il faut que je mette un dé de combat, donc je mets un dé de combat, d'accord? Et en plus je veux l'améliorer, je veux l'upgrade mon tir, pardon, je veux le charger. Donc je vais rajouter un dé supplémentaire de mouvement. Alors je baisse de 1 évidemment le supply, voilà, c'est fait. Et donc là, maintenant, je peux tirer. Alors, pour tirer, on voit que je peux tirer à 2 cases devant moi, par exemple. Là, c'est le cas, je suis bien à 2 cases devant moi, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux carrément lui tirer dessus, il n'y a aucun problème. Donc, on me dit quoi? On me dit que mon tir fait 3 points de dégâts, parce que je l'ai amélioré. Et je peux, normalement, cibler 2 personnes dans la zone. Mais comme là, il est tout seul, je peux cibler que lui, bien entendu. Et je fais 3 points de dégâts, d'accord? Donc 3 points de dégâts, et puis on tire un modificateur pour savoir combien exactement il prend de dégâts. Donc 3 plus 1. Donc il prend 4 points de dégâts en fin de compte. Donc 4 points de dégâts sur l'ennemi. Donc on prend sa feuille, c'est le numéro 1. Enfin sa feuille, sa fiche, ici. Lui, il n'a pas de bouclier. Donc automatiquement, je lui réduis la coque. Donc il a 6 de coque et on lui a fait 4. Donc il lui reste 2 de coque. Voilà. Il n'y a pas d'effet de combat, parce que des fois il peut y avoir des effets, mais là il n'y en a pas. Voilà, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il me reste des dés? Bah non, j'ai plus de dés. Donc mon tour est terminé, je ne peux plus jouer, puisque j'ai plus de dés forcément. Donc là, la phase des joueurs est terminée. Il faut savoir que si vous jouez en multi, vous pouvez jouer simultanément. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que tous les joueurs jouent pour pouvoir jouer. Du moment que vous n'avez pas le même ennemi qui est engagé dans 2 compétences, dans 2 tirs par exemple, vous pouvez très bien jouer en même temps. Par exemple, moi si je suis là et que j'ai je vous joue avec quelqu'un d'autre, ici, lui il peut se déplacer là-bas et puis moi je peux me déplacer là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire bien sûr en même temps, il n'y a pas de souci. Ça c'est une des particularités du jeu. Comme c'est un jeu à calcul en fait, c'est facile de le faire. Voilà, donc là, moi, on s'en fout. Parce que là, c'est solo, mais vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, donc là, la phase des actions des pilotes, c'est terminé. Donc vous avez vu, c'est très simple. En fait, c'est vous augmentez votre bouclier, vous lancez vos dés, vous appliquez vos dés et terminé. On passe à la phase des ennemis. Donc la phase des ennemis, on pioche une carte pour chaque type d'ennemi qu'il y a présent sur le board. Donc là, actuellement, il n'y a que ce qu'ils appellent des Ronin Scouts. Il n'y a que cette sorte-là d'ennemis, parce que c'est les mêmes, en fait. Mais si, par exemple, il y avait eu 2 ennemis différents, on aurait pioché une carte pour chaque ennemi. Un petit peu à la Gloomhaven, quoi. Donc là, on tire les cartes. Le petit 2 ici, on s'en fout. C'est simplement quand il y a plusieurs ennemis, pour savoir qui c'est qui joue en premier. Voilà, le petit 2 qui est là. Mais là, comme il n'y en a qu'un, on s'en branle. Donc je tire une carte, hop, pour savoir ce qu'ils vont faire. Et puis, tous les ennemis vont faire la carte. C'est une carte d'IA, tout simplement. Alors, qui commence dans les ennemis? On commence toujours dans l'ordre croissant, de plus petit au plus grand. Donc, ce sera d'abord le 1 et puis après le 5 qui joue. Si jamais il y avait eu des élites, forcément, on commence toujours par les élites en premier. Bon, ça, c'est comme dans Gloomhaven, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont... Alors, comment se lit une carte d'ennemi? Alors, je vais vous la montrer en plus gros, forcément, c'est plus pratique. Voilà. Comment se lit une carte d'ennemi? En fait, ça se lit en bas. Il y a ce qu'ils appellent une ligne de commande, en bas ici, là. Ça, c'est ce qu'ils appellent une ligne de commande et on doit suivre ça. D'accord?
avant chaque ligne de commande, non pas avant chaque ligne de commande, avant chaque action de la ligne de commande. Donc en fait, chaque hexagone est une action. Donc là, c'est une action, là, c'est une action, là, c'est une action, là, c'est une action, là, c'est une action. Avant chaque action de la ligne de commande, on doit déterminer la cible avant chaque action parce qu'en fait, la cible peut changer suivant les aléas de ce qui va se passer. Donc c'est important de bien le faire, bien entendu. Donc là, la première action qu'on nous dit, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une action de rotation. Donc, c'est exactement la même action que pour les joueurs, c'est-à-dire que l'ennemi va essayer de faire une rotation sur lui-même, d'accord? Tout simplement. Comme pour les joueurs, il peut faire une rotation 2 fois, pas plus. Et ils veulent toujours essayer de faire une rotation pour faire face à leur cible, forcément, hein, ils veulent pas se retrouver dos à leur cible. Donc là, ils veulent faire une rotation, d'accord? Donc là, déjà, avant de faire cette action-là, on doit, dans un premier temps, déterminer sa cible. Donc là, c'est bien lui, on parle de lui, hein, c'est lui qui joue actuellement, ok? Donc, on doit d'abord déterminer la cible. Comment on détermine une cible d'un ennemi? Ben, c'est très simple. La cible d'un ennemi, c'est toujours le vaisseau ou un ennemi ou l'objectif ou ce que vous voulez le plus proche de lui. Donc pour déterminer le plus proche, on compte en nombre d'hexagones, on ne prend pas en considération les terrains, on simplement en nombre d'hexagones, d'accord? Et voilà, donc là, moi, dans tout le scénario, en termes d'ennemis, il n'y en a pas 50, il y a moi, par rapport à lui, hein, bien sûr. Il y a moi, lui, c'est pas un ennemi, parce qu'on nous a dit dans les règles spéciales qu'il ne peut pas être ciblé, donc c'est pas un ennemi. Par contre, le satellite, c'est un ennemi, d'accord, pour eux. Donc là, en fin de compte, dans tout le scénario, il n'y a que deux ennemis, il y a moi et le satellite, d'accord? Donc lui, il veut cibler le plus proche. Donc moi, je suis à 1 de distance, et le satellite, il est à 1, 2, 3. Donc forcément, le plus proche, c'est moi. Donc là, la cible, ça sera moi. Donc il veut faire une rotation, d'accord? Il veut faire une rotation pour essayer d'être en face de sa cible, donc moi. Et il peut tourner 2 fois. Donc il va faire une, et là il n'est pas totalement en face, et deux, et là il est en face de moi. On est nez à nez en fait, hein. Ça c'est marrant. Nez à nez. Bah ouais, normal, je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus, c'est un peu logique qu'il se tourne, hein, c'est un petit peu logique. On continue donc sa carte, ok? Donc là, c'était la première action, la rotation. Ensuite, on passe à la seconde action. La seconde action, c'est, comme on peut le voir ici, une action de combat. Et pour savoir comment il va combattre, eh ben, on regarde la case ici qui correspond au combat. Et quand il va faire un mouvement, ben, on regarde la case ici qui correspond à un mouvement. Vous voyez, donc c'est assez simple en fin de compte. C'est assez intuitif, on va dire. Donc là, il veut faire une action de combat. Et comment il combat cet ennemi-là? Ben, il combat par rapport à ça et par rapport à ce qui est indiqué. Donc ici, c'est indiqué qu'il attaque 2 cases devant lui et 2 cases derrière lui. Bon, moi, je suis devant lui actuellement, donc forcément, il va me taper dessus. On me dit que son attaque fait plus 0 points de dégâts et qu'il peut cibler 2 vaisseaux dans cette zone-là. Bon, bah moi, comme je joue tout seul, bah, il n'y aura pas de vaisseau à cibler. Mais attention, si jamais, c'est pas parce que vous jouez tout seul qu'il ne peut pas avoir de vaisseau à cibler, puisque potentiellement, il peut y avoir un deuxième ennemi, par exemple l'objectif, ou ça peut être le faucon, bon pas là, mais dans un autre scénario, ça peut être le faucon qui est derrière moi, par exemple, et du coup, il peut peut-être taper sur le faucon et sur moi. Si l'objectif était derrière moi, eh bien, il aurait tapé sur moi et sur l'objectif, hein. Donc là, c'est pas le cas, bien entendu. Donc voilà. Donc là, il va faire son action d'attaque. Tout simplement. Alors, bah, comme pour les joueurs, action d'attaque, c'est parti. Donc là, il m'attaque, ok. Donc comme pour les joueurs, il y a une carte modificateur qui est dans leur deck. Donc ils ont chacun, il y a un deck ennemi de modificateurs, bien sûr. Alors au début, c'est les mêmes que les joueurs, puis après, on pourra peut-être les modifier. Pareil que pareil que dans Gloomhaven, hein, ça. Voilà. Donc il m'attaque, je tire une carte de modificateur. Oh là, il a un x2, la chance. Oh la chance. Il a eu un x2 le salaud. Donc là, il a plus 0 en dégâts. Vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, 0 et x2, ça fait 0, donc il fait pas de dégâts. Alors non, pas vraiment. En fait, pour les ennemis, il faut regarder leur carte. Sur leur carte, il y a leur attaque. C'est pas comme pour... en fait, c'est pas comme pour les personnages. Les personnages, eux, ils n'ont pas d'attaque prédéfinie.
ça va être directement sur leur capacité d'attaque. Alors que pour les ennemis, eh bien, il faut additionner la totalité. D'accord? Donc 2 plus 0, ça fait 2. Fois 2, 4. Donc là, il m'inflige 4 points de dégâts, le salaud. Donc 4 points de dégâts. Alors, vous avez deux possibilités. Comme dans Gloomhaven, c'est exactement la même chose. Soit vous prenez les dégâts, vous vous dites ok, bon bah vas-y, je prends les dégâts. Là, du coup, il n'y a pas de capacité spécifique, donc c'est directement sur ma coque, bien entendu. Soit, donc sur la coque, une fois que votre coque arrive à 0, ben, ça sera sur le bouclier, pardon, et une fois que le bouclier arrive à 0, ça sera évidemment la coque. Si votre coque arrive à 0, ben, c'est game over. Donc comme pour Gloomhaven, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez soit prendre tous les dégâts, ok, il n'y a pas de souci, soit ignorer tous les dégâts, d'accord? Par contre, si vous décidez d'ignorer tous les dégâts, vous devez, en dédommagement, bien entendu, retourner une arme ou une amélioration de votre vaisseau, de votre moteur. Donc là, par exemple, si je décide de ne pas prendre les 4 points de dégâts, je pourrais le faire, sauf que je serais obligé de retourner. Par exemple, je peux retourner cette carte-là, je la retourne. Voilà. Ce qui fait que bah, je n'aurai plus la possibilité de pouvoir l'utiliser, bien entendu. Mais au moins, j'ai évité les dégâts, mais je ne peux plus l'utiliser. Parce qu'en fait, on part du principe que les dégâts n'ont pas vraiment tapé mon vaisseau, mais ont plus tapé mes armes ou mon moteur. D'accord? Et du coup, ça c'est détruit. Voilà, donc vous avez, c'est comme dans Gloomhaven quand vous défaussez une carte, c'est le même principe, vous avez la possibilité de le faire. Si jamais vous n'avez pas d'amélioration, moteur ou arme, bah vous pouvez évidemment pas le faire. Attention, quand vous faites ça, vous devez augmenter votre stress de 1, bien entendu. Donc là, si par exemple vous décidez de ne pas prendre les dégâts et de détruire soit une arme, soit un moteur, vous devez augmenter votre stress de 1 forcément si vous le décidez. Donc là, même il me fait 4 points de dégâts, bah écoutez, je vais les prendre, donc je passe à 0 en bouclier. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de penser, mais tout à l'heure, quand il était de l'autre côté, moi j'avais un avantage. Oui, je vous l'ai dit en plus. Du fait que j'étais derrière lui, j'avais un avantage. Donc j'ai pris qu'une carte, mais c'est une erreur, hein. J'aurais dû en prendre deux. Voilà. Et choisir évidemment la plus forte. Bon, ça ne change rien puisque j'ai eu un 0. Donc plus 1 ou 0, bah, je prends le plus 1. Donc ça change strictement rien. Mais c'est juste pour dire attention à bien penser aux avantages. Puisque tout à l'heure, quand j'ai attaqué, moi j'avais un avantage. D'accord? Lui, il n'a pas d'avantage. D'ailleurs, est-ce qu'il a un désavantage? Puisque les règles du scénario nous disent qu'il a un désavantage s'il se trouve à 4 cases du faucon. 1, 2, 3, 4. Il a peut-être un désavantage, remarque, hein. On va tout de suite vérifier ça. Alors, livre de règles. Les règles spéciales. Les ennemis sont désavantagés lorsqu'ils attaquent des pilotes à moins de 4 cases du faucon. Ah, à moins de 4 cases. Et non, je ne suis pas à moins de 4 cases, je suis à 4 cases, donc ça ne fonctionne pas. Eh oui, il faut être très précis hein, dans votre lecture. Donc on nous dit bien à moins de 4 cases. Donc case 1, 2, 3. 4 ne compte pas puisque c'est pas égal. Hein, forcément. Donc là, malheureusement, je suis à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc ça ne fonctionne pas. Il n'a pas de désavantage. Je me suis un petit peu trop éloigné du faucon. Bon, c'est pas grave. On nous dit également que quand on prend ce symbole-là, on doit remélanger la carte, évidemment. Hop, donc on doit la remélanger dans le paquet. Il a eu de la chance quand même d'avoir le x2, une chance sur je sais pas combien. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ce qui n'est pas mon cas, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. C'est ça qu'on aime. D'ailleurs, c'est ça que j'aimais aussi dans Gloomhaven. C'était ce côté, on peut rater ou on peut avoir le x2 à tout moment. Ça, c'est plutôt rigolo. Donc là, il a réussi à attaquer, ok, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas d'effet de combat, hein, pour info. Si jamais, des fois, il peut y avoir des effets, par exemple de stun ou autre. Si jamais vous avez esquivé les dégâts et que vous avez donc retourné une carte, bah, vous ne prendrez pas les effets. Voilà. Donc là, on continue sur la carte et là, il y a un oui ou il y a un non. D'accord? Alors, ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut dire... Ça, en fait, ça nous demande si il a attaqué ou pas. Puisque la dernière action, c'était une action d'attaque, ici. Ça nous demande s'il a réussi à attaquer ou pas. S'il n'a pas réussi à attaquer, ben, on va sur No et on fait cette ligne-là.
S'il a réussi à attaquer, ben on va sur oui et on continue sur les actions du haut. Donc moi, il a réussi à attaquer puisqu'il m'a fait, en plus, il m'a bien blessé. Donc du coup, on continue sur l'action du haut. Et on voit que la dernière action, c'est une action de mouvement ici. Donc la même chose que pour les joueurs, c'est-à-dire que quand ils font une action de mouvement, on regarde le mouvement ici, ils ont une position de départ, une position de fin, même chose. Il faut respecter évidemment la manœuvre. Les ennemis peuvent traverser d'autres vaisseaux, n'importe lesquels, que ce soit ennemis ou alliés, d'accord? Par contre, évidemment, ils ne peuvent pas terminer leur tour sur le même emplacement qu'un vaisseau. Si jamais ça arrive, ben, ils s'arrêtent une case avant et puis voilà, terminé. Donc là maintenant, on va faire l'action de mouvement qui est indiquée sur la carte. Alors vous allez me dire, ouais, mais vu qu'il est adjacent, pourquoi il veut bouger? Alors, parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme ça. Les combats spatials, il faut savoir que vous n'êtes jamais statique. Déjà, dans l'espace, c'est très très dur d'être statique, hein. Vous êtes pratiquement tout le temps en mouvement. Même si vous arrivez à vous stabiliser, vous bougez toujours un petit peu. Et je sais pas s'il y en a qui ont joué par exemple à Elite Dangerous sur c'est un jeu vidéo. Mais c'est exactement ça, hein. Quand il y a deux vaisseaux comme ça qui se tirent dessus, zou, 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 ils se croisent, ils reviennent, zou, zou, ils se croisent. Et en fait, c'est ça dans l'espace les combats, hein. C'est les vaisseaux qui se croisent à chaque fois, ils se tirent dessus, ils se croisent, ils se tirent dessus, ils se croisent, etc. On fait des manœuvres. Voilà, on n'est jamais statique. Et c'est exactement ça. Donc en fait, là, c'est comme si on était en mouvement, on se tire dessus et après, lui, il continue sa route. On se croise, quoi, tout simplement. D'ailleurs, son mouvement, donc ça, c'est son mouvement d'ailleurs, d'accord, pardon. Donc je me mets comme il est là actuellement. Donc là, il est actuellement comme ça, d'accord. Et donc on suit simplement. Donc il peut traverser ma case, pas de problème. Hop, hop, et il termine ici. Voilà. Donc ça, c'est son mouvement. Donc lui, il a terminé sa ligne de commande. Voilà. Donc il a terminé son tour en fait. Et on va faire la même chose à lui puisque ils ont la même carte. Alors. Attention tout de même, j'ai lu sur BGG qu'il y avait certains joueurs qui préféraient tirer une nouvelle carte pour chaque ennemi. En fait, ça rend les ennemis un petit peu uniques et un petit peu plus réalistes entre guillemets. Mais par contre, ça alourdit évidemment un petit peu le jeu et ça le rend peut-être un petit peu plus difficile à voir. Et encore, je suis même pas sûr. Donc, vous avez la possibilité de le faire si besoin. Moi, je reste avec les règles standards du livre de règles, c'est-à-dire je prends une carte pour tous les ennemis du même type. Mais j'ai lu sur BGG qu'il y avait des joueurs qui faisaient une carte par ennemi et que ça marchait plutôt pas trop mal. Donc, vous pouvez aussi vous permettre de le faire sans souci. Voilà. Donc la même chose, on reprend donc la nouvelle ligne, donc toujours la rotation. Alors la cible de lui, c'est qui? C'est ça là, qu'il faut savoir. Donc ça va être le plus proche. Donc le plus proche, bah, ça va être le satellite par rapport à lui, puisque moi je suis beaucoup plus loin, hein, d'accord? Donc là, sa cible, ça va être le satellite. Donc là, il veut faire une rotation pour essayer d'être en face du satellite. Là, du coup, il n'y a pas vraiment d'en face puisque il est un petit peu sur en diagonale par rapport au satellite. Donc en fait, il y a deux possibilités, soit effectivement comme ça, soit effectivement comme ça. Donc soit en direction ici, soit en direction d'ici. On nous dit que quand il y a plusieurs choix comme ça et qu'il ne peut pas effectuer, quand il fait une rotation et qu'il ne peut pas effectuer son attaque derrière, donc là c'est le cas, hein, il va faire une rotation mais il ne va pas pouvoir utiliser son attaque, c'est pas possible. En fait, on nous dit que quand il peut, après sa rotation, s'il peut utiliser une attaque, s'il peut faire son attaque après sa rotation, puisque souvent après la rotation il y a l'attaque en fait, ben, on nous dit qu'on essaie de le mettre en face, si possible, ou autrement, s'il y a plusieurs choix mais qu'il peut effectuer son attaque, ben, on laisse le joueur choisir. C'est pas très, ça, c'est pas très très grave. Du moment qu'il peut effectuer son attaque, c'est pas très grave. Mais si jamais il peut pas effectuer son attaque comme là il peut pas effectuer son attaque, vous voyez, parce que là il est trop loin déjà, il est pas en face et il peut pas. Donc là il va faire une rotation, mais il peut pas utiliser son attaque. Sachant qu'il commence comme ça, hein, déjà de base, d'accord? On nous dit, dans ce cas-là, on essaye, on le met en fait, on lui fait faire une rotation de manière à ce que son action donc de déplacement puisse le rapprocher le plus possible de la cible. Voilà. Donc là, en fait, il faut faire sa rotation pour que son action de mouvement, il faut la prendre en considération, bien sûr,
puisse le rapprocher le plus possible. Donc là, il faut regarder par rapport à son action de mouvement. Donc il a deux choix de rotation, soit ici, on est d'accord. Il ne va pas se mettre là-bas, hein, à moins qu'il ait un mouvement qui lui permet de faire comme ça, mais ça me donnerait. Ou comme ça, un U quoi. Mais bon, là, c'est pas le cas. Là, c'est pratiquement en ligne droite, hein, son mouvement, d'accord? Donc je vais me mettre comme ça. Donc si par exemple, je le mets comme ça, il va terminer ici. Il sera à 1, 2, 3, 4 de distance de l'ennemi. Si je le mets comme ça et que je lui fais faire son mouvement, il va terminer ici. Il sera à 1, 2, 3 de distance. Voilà. Donc là, en fait, la rotation, ben, il va rester comme il est, puisque après, avec son mouvement, il va être beaucoup plus près, il va être à une case plus près que s'il faisait une rotation en haut. Donc c'est comme ça que vous pouvez savoir en fait quelle rotation il va faire quand il y a comme ça plusieurs choix possibles par rapport à une cible. Ben, vous regardez le mouvement et le but c'est que vous faites la rotation pour que son mouvement de après soit le plus proche de l'ennemi. Voilà, forcément. Donc là, il a fait sa rotation, donc on ne bouge pas. Ensuite, il attaque. Est-ce qu'il peut attaquer? Bah non, il ne peut pas attaquer puisque regardez son attaque, c'est devant et derrière. Là, il n'y a pas de cible. Donc non, il ne peut pas attaquer. Ok. Donc on va sur les lignes de bas. Dans ce cas-là, il fait un mouvement. Donc le mouvement, ben justement, c'est celui qu'on a dit. Donc comme ça et comme ça. Voilà. D'accord. Et là maintenant, on a fait son mouvement, on est toujours sur la truc du bas. Et il va faire une rotation. D'accord? Encore une fois, il veut essayer de faire une rotation. Et après, il veut attaquer. Et oui, encore une fois. Alors là, il ne pourra pas attaquer malheureusement pour lui. Par contre, la rotation, on nous dit que là derrière il y a une action d'attaque, d'accord, et qu'il tire lui en face. Donc vu que là il est en face, bah il va pas utiliser, il va pas faire de rotation, ça sert à rien, il va pas se mettre derrière forcément. Alors si par contre il avait eu à la place de l'attaque, il avait eu un mouvement, bah là c'est possible qu'on aurait pu lui faire une rotation suivant son mouvement. S'il avait un mouvement U par exemple, qu'il rapprochait de la cible, bah, il aurait fait une rotation pour faire son mouvement U. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut définir. Là, comme il n'y a pas de mouvement derrière et qu'il est en face, bon bah on le laisse comme ça, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de faire une rotation. C'est logique. Et après, il essaye de faire une action d'attaque, mais pareil, une action d'attaque, on voit qu'il attaque à deux cases devant ou deux cases derrière. Bah, une, deux, malheureusement, il est trop éloigné. Donc là, voilà, fin de son activation. Il n'a pas réussi à attaquer, tant mieux, remarque. Il s'est rapproché, par contre, et il n'a pas réussi à attaquer. Là, on a terminé le tour, puisque les joueurs ont joué, les ennemis ont joué. On passe maintenant à la phase de fin de tour. La phase de fin de tour, on applique les effets de fin de tour. Bon, bah là, il n'y en a pas eu, mais par exemple, il y a peut-être des effets à un moment donné qui vont vous dire, bah à la fin du tour, faites ci. Bon, bah là, il n'y en a pas eu en tout cas. On récupère tous nos dés, nous, que l'on a attribués aux actions, donc on les récupère tous. Voilà. On récupère tous nos dés, bien sûr. On avance le contour. Alors, le contour, il est sur le faucon en fait. Voilà. Sur le faucon, ici, il y a un contour qui est là. Donc là, on était sur le tour numéro 1. Et ben, on avance le contour. Alors, pour ce scénario-là, il n'y a pas vraiment de timer, puisqu'on ne nous donne pas de timer. Mais il y a des scénarios où vous allez avoir un timer. Où vous allez dire, bah voilà, quand vous arrivez au tour numéro 7, fin de la mission. Que vous avez réussi ou pas d'ailleurs. Ou alors on va vous dire, bah, vous avez 7 tours pour détruire une planète. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc là, j'ai avancé le tour, mais bon, dans ce scénario-là, c'est pas forcément utile, parce qu'il n'y a pas d'échec par rapport au temps, en fait. Mais si jamais vous deviez le faire, c'est à ce moment-là. Donc voilà, vous avez compris comment ça se passe un tour de jeu. Et maintenant, on recommence, même chose. Donc on repasse à la phase des pilotes. En premier lieu, je peux augmenter de 1 ma coque. Hop, voilà. Je lance mes dés d'action. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus vite, maintenant qu'on a compris le principe, bien sûr. Alors, il y a encore une règle que je ne vous ai pas dit, qui est liée au stress. On verra ça après. Ok. J'ai 2 stress, j'en ai pas eu 3, donc je ne peux pas relancer. Mais je pourrais relancer en dépensant un stress si je le souhaite. Alors, attends, il faut qu'on arrive à tuer lui là. Mais pour tuer lui, il faudrait que je me retourne déjà. Donc, il me faudrait un dé pour me retourner, bien sûr.
Une fois que je suis retourné, bah, je pourrais l'attaquer. Pour l'attaquer, il faut que... alors, je vais lui faire une attaque standard. Donc, je vais utiliser ça. Je vais lui faire 1 point de dégâts potentiel. Il lui reste combien de points de vie? Il lui reste 2 points de vie. Donc, il faudrait que je l'améliore pour le tuer. Ah, il faudrait que je l'améliore avec un stress. J'améliore avec un stress potentiellement parce que j'ai pas d'autres tirs. Puis après, une fois que lui il est mort, bah après je peux me barrer pour essayer de me rapprocher de lui. Euh, donc il faudrait que je fasse du mouvement. Donc il me resterait un mouvement là. Et je peux faire un mouvement. Alors je serai là-bas. Ah ouais, ça. Ben, faudrait que je fasse un. Ouais, bah je vais laisser comme ça mes dés. Je vais pas décider d'utiliser de stress pour relancer des dés. Je laisse comme ça. Ça me paraît pas mal. De toute façon, que j'utilise un stress pour relancer ou que j'utilise directement un stress, c'est peut-être même mieux. Donc je vais laisser comme ça, ouais. Je vais laisser comme ça mes dés. Donc là, bah, j'applique mes dés, bien entendu. Alors, il y a une règle que je vous ai pas dit, c'est que quand on fait une action de mouvement, on peut l'arrêter à tout moment, l'action de mouvement, sur l'hexagone que l'on veut. Par contre, si jamais on décide de le faire, on doit prendre un point de stress. Par exemple, pour cette action de mouvement ici, vous voyez que je vous ai dit qu'il y avait une position de départ et une position d'arrivée. Ben, je peux très bien dire, ben, je vais tout droit et une fois que j'arrive là, je stoppe. Je fais pas ça et ça. J'ai le droit de le faire. Par contre, si je le fais, je dois prendre du stress. Voilà. Même chose, si par exemple votre case d'arrivée est occupée par un autre vaisseau, dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous arrêter avant. Et donc, c'est considéré comme si vous aviez arrêté votre mouvement. Et dans ce cas-là, vous prendrez un stress. Voilà. Voilà, donc chaque action de mouvement que vous faites, vous pouvez l'interrompre avec, en augmentant, alors pas avec un dé de stress, mais en augmentant vos stress, vous pouvez interrompre directement votre action de mouvement. Il faut le savoir, ça fait partie de la stratégie, bien entendu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un dé de mouvement pour faire une rotation, déjà dans un premier temps. Voilà. Donc là, je fais une rotation. J'ai le droit à 2 rotations. Je vais faire une. Non, je vais faire une, 2. Est-ce que je peux attaquer ici comme ça ou pas? Pas du tout. Non, je suis obligé de faire dans l'autre sens pour pouvoir attaquer. Donc je vais faire une et 2. Voilà. Hein, donc j'étais comme ça. Ok, j'ai fait une et 2. Voilà. Et là, cette fois-ci, je peux attaquer. Ou pas. Si. 1, 2, 3. Si, je peux attaquer. Avec mon action basique, je peux attaquer. Avec celle-là, là. Avec celle-là, je peux attaquer. Vous voyez, il y a ces 3 cases en face de moi où je peux attaquer et 2 cases à côté. Donc en fait, 3 cases en face de moi ici. Ici. Et 2 cases à côté. Ici, 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 ici. Donc en fait, il est bien dedans à lui. Donc je vais pouvoir l'attaquer actuellement là où il se trouve. En plus, j'ai un avantage puisque, encore une fois, le devant, donc sa tête, c'est ici, hein, d'accord? Donc moi, je suis derrière lui. Donc comme je suis derrière lui, encore une fois, j'ai un avantage. En fait, c'est typiquement dans le combat spatial, on ne s'est pas croisé. Typiquement, moi, j'ai freiné mes moteurs, je suis resté sur place pour faire une rotation et j'ai rallumé mes moteurs pour avancer, évidemment, pour le suivre. Et du coup, je me retrouve derrière lui. Donc ça, c'est des manœuvres qui sont même réalisables dans le jeu que je vous disais, Elite Dangerous, là, où bah, vous pouvez, quand vous êtes en mouvement, vous pouvez réduire vos moteurs à fond, parce que vous savez que lui, il va à fond et qu'il va vous dépasser. Il va vous dépasser à toute balle. Vous réduisez vos moteurs à fond, vous faites une rotation. Vous faites une manœuvre de rotation et vous repartez. Et comme ça, vous vous retrouvez derrière lui. En fait, ça évite que vous vous croisiez. Donc ça, c'est tout des manœuvres de combat, bien entendu, qu'on peut faire dans le jeu. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc c'est assez réaliste, en fait. Hein. Ça représente bien le jeu vidéo, justement, qui a aussi ce côté un peu réaliste. Enfin, c'est assez réaliste. En même temps, j'ai jamais fait de combat dans l'espace, hein, en vrai. Mais c'est ce qu'on l'imagine comme ça, quoi, en tout cas. Donc c'est bien réaliste par rapport à la science, quoi, c'est ça que je veux dire. Par rapport aux propulsions, tout ça. Donc du coup, là j'ai fait une rotation, on est d'accord. Et puis, je vais pouvoir attaquer avec ce dé-là. Regardez-moi ça. Hop là, une petite attaque. Et puis je vais l'améliorer avec un stress. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Ah mince, la caméra qui fait des siennes, pardon, excusez-moi.
Voilà. J'ai pas le choix. Alors, parce que pourquoi je l'améliore? Parce qu'en fait, cette action-là fait un point de dégâts. D'accord? Et moi, je veux le tuer absolument. Donc, je veux lui faire 2 points de dégâts. Ok? Donc, pour l'améliorer, il y a un petit plus. Pour l'améliorer, il faudrait un autre dé de combat, mais j'en ai pas. Donc, comme j'en ai pas, ben, je peux utiliser un stress, j'ai le droit. J'utilise un stress à la place. Hein, parce que le stress peut être utilisé pour n'importe quelle action. Par contre, j'augmente le 1 mon stress, bien entendu. Voilà. Ce qui me permet de faire mon action d'attaque directement sur lui. Bah oui, j'ai fait une belle manœuvre là de me retourner directement sur place. Il est bien dans la zone. Je lui inflige 2 points de dégâts et j'ai une cible. Non, ça tombe bien, j'ai une cible, 2 points de dégâts, c'est parti. Je prends un modificateur. Je suis en avantage, donc j'en prends 2. Cette fois-ci, je n'oublie pas, parce que je suis derrière lui. Oh là 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 là! Alors là, j'aurais voulu le faire exprès. Bon, ça sert strictement à rien parce qu'il lui reste 2 points de coque, mais c'est pas grave. Enfin, ouais, 2 points de vie. Faut savoir que quand on pioche cette carte-là, c'est ma carte de sacrifice, et ben elle est défaussée la carte directement. Eh oui. Donc pas de chance. J'aurais pas voulu la piocher maintenant. Donc du coup, elle est défaussée. Ça, c'est dommage. Et je vais prendre elle, évidemment, le x2 et mon deck sera remélangé. Puisque j'ai eu le x2. Dommage pour mon sacrifice qui a. J'ai perdu un point de coque pour un peu rien, puisque j'ai eu le 2x2. Ah, c'est pas de chance quand même. Hein. Ah, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Je reconnais. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je lui fais 2 points de dégâts x2, ça fait 4. Et du coup, bah, il se retrouve. Donc, c'est lui. Il se retrouve à 0. Donc, comme il se retrouve à 0, il est détruit. Il part en explosion dans l'univers. Et voilà, dans l'espace. Merci, au revoir. -1. Bravo, bien joué. Et là, il y a ma capitaine du Faucon là qui me dit en radio, bravo, bravo cadet. C'est comme ça qu'elle nous appelle. Bravo cadet, continuez, un autre ennemi est derrière vous. L'autre qui ok. Ensuite, ben, de toute façon, là, il va falloir que je fasse des manœuvres pour justement aller voir l'autre. Donc, ça tombe bien, il me reste un de mouvement. Alors là, en manœuvre, j'en ai plusieurs quand même hein, de mouvements, puisque j'ai mon flanc. J'ai celle-là et celle-là. Hein. Donc, celle-là, c'est en ligne droite. Le problème, c'est que là, en ligne droite, bon, ben, un peu pourri. Celle-là, elle me permettrait de faire une. Oui, un truc comme ça, là. Un petit V. Donc là, en fait, ça ferait comme ça. Hop, ici, par exemple. Ou alors, ici. Ce qui me permettrait de finir là, après de faire une rotation et de repartir par là-bas. Potentiellement, ça c'est potentiel, hein, évidemment. Donc là, en fin de compte, je pourrais faire comme ça. Et puis au prochain tour, rotation et partir par là-bas. Ou alors, je peux essayer directement d'utiliser mon flanc, parce que vous voyez que mon flanc, alors je vais m'éloigner de l'ennemi, d'accord, mais je vais me retrouver à l'opposé d'où je me retrouve maintenant, donc c'est-à-dire dans le bon sens. Donc je vais faire ça. Je vais faire mon... Ah, alors je vais faire mon flanc et je vais utiliser le stress. Pourquoi je vais utiliser le stress? Bah parce que grâce au fait que j'utilise le stress, je vais pouvoir activer l'effet ici du stress. Voilà, donc l'effet ici. Et cet effet-là, en fait, c'est un effet de rotation de stress qui va me permettre de faire une rotation de mon vaisseau avant ou après le mouvement. Donc déjà, j'augmente mon stress de 1, bien entendu, puisque j'ai activé un dé de stress. Et là, je peux faire une rotation. D'accord, donc de 2 cases, hein, comme d'habitude. À chaque fois, une rotation, c'est ça. De 2 cases avant ou après le mouvement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire avant? Ça ferait 1, 2, ce qui fait que je partirai pour venir là. Ouais, pourquoi pas. Ou alors, je le fais après. Ouais, quoique après, en fait, je vais faire hop. Ouais, ça vaut pas le coup. Je vais le faire avant. Donc, je vais faire ma rotation de stress. 1, 2, voilà. OK. Et après, je fais mon mouvement. Alors, je reprends la carte. Je baisse le supply. Hein. Hop, je baisse de 1 le supply. Voilà, c'est fait. Donc là, je me retrouve comme ça. OK, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ensuite, donc là, je suis ici. Ensuite, ça va être ici. Voilà. Et ensuite, ça va être ici, comme ça. En fait, non, attends. Je me suis gouré complètement. Attends, j'étais où? J'étais là. Voilà, comme ça. Donc, 1, 2, 3, je me retrouve ici, pas de problème. Ensuite, j'ai bien cette case-là. D'accord? C'est bien ça. Et ensuite, j'ai cette case-là. Voilà. Et je me retrouve comme ça. Voilà. Je me retrouve comme ça, exactement. Exactement comme ça. Alors là, du coup, je me retrouve. Alors, c'est pas folichon parce que lui, il se retrouve derrière moi, donc il aura un avantage quand il va me taper. Mais 1, 2, 3, comme je suis à 3 cases de lui, normalement, il a un désavantage. Donc, je pense que quand il y a un avantage et un désavantage, je pense que ça s'annule. Si c'est dans Gloomhaven, en tout cas, c'était comme ça. Bon, je vérifierai, hein, mais j'ai pas fini mon tour encore. Donc, voilà mon mouvement. Donc, au moins, je me suis rapproché, même si je suis pas réellement dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Donc là, ça c'est joué. D'accord. Et là maintenant, il me reste mon dé de mouvement et je vais activer celui-là. Voilà, ce mouvement-là qui va me faire une petite rotation. Donc on démarre. Donc je me déplace ici. Et après, c'est soit à droite, soit à gauche. À droite, je peux pas parce qu'il y a le satellite. Donc ça sera à gauche. Ici. Voilà, je termine comme ça en fait. Bon, j'ai essayé de faire une petite manœuvre de mouvement. Alors, c'est pas. Peut-être, il y a certainement d'autres manœuvres. J'ai peut-être mal joué là, mais ça fait aussi partie du jeu, à savoir, ben mince, on a mal calculé notre manœuvre en fait, hein, notre manœuvre de pilote en fait, hein, c'est exactement ça. Hein, c'est un peu une simulation de pilote dans l'espace, entre guillemets. Donc là, c'était pas ouf. C'était mes choix, mais on va voir comment ça va se passer. Ça me paraît pas trop mal. Je me prépare au prochain tour, on va dire. Au moins, je me suis rapproché. Bon, même si je suis pas en face de lui, mais c'est difficile de. Quand moi, je suis un nouveau pilote dans l'espace, bien entendu, donc c'est difficile de bien jouer. Forcément, je suis un cadet encore. On passe aux ennemis. Allez, c'est parti. Je tire une carte ennemie. Hop là. Alors, il a une rotation et derrière, il a un combat, comme d'habitude. Alors, on voit son combat, vous voyez, c'est pas le même que tout à l'heure. Alors, rotation. Alors, sa cible d'abord, avant de faire sa rotation. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là, sa cible, c'est le satellite. C'est lui le plus près, forcément. D'accord? Donc, sa cible, c'est le satellite. Il est en face actuellement du satellite. Par contre, il va pas pouvoir le taper. Mais du coup, il va pas faire de rotation parce qu'il est en face. Là, actuellement, sa priorité, comme derrière, il y a une attaque, sa priorité, c'est de faire une rotation pour réussir son attaque. C'est ça, sa priorité. D'accord? Sauf que là, son attaque, de toute façon, dans n'importe quelle rotation qui se met, il pourra pas réaliser son attaque parce qu'il est trop loin. Donc, de toute façon, ça change rien. Donc, dans ce cas-là, il va rester en face. Exactement. Si jamais vous pouvez lui faire une rotation, par exemple s'il se met autrement qu'en face mais qu'il peut attaquer, mais il va privilégier ça. Il va privilégier le fait d'attaquer en fait. Donc là, comme il ne peut pas attaquer, on va définir sa rotation comme pour tout à l'heure par rapport à son mouvement. D'accord? En fait, la rotation, c'est s'il peut attaquer. Vous définissez par ça, c'est-à-dire que vous essayez de le mettre dans le sens où il peut attaquer, bien entendu. S'il peut attaquer dans tous les sens, bah, vous le laissez en face. Voilà. Et si jamais la rotation ne peut pas être faite par rapport à ça parce qu'il n'a pas la distance, par exemple, comme là, ben, vous le faites par rapport au mouvement, la rotation. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, lui, il va faire 1, 2, hop, 1, 2, hop, et il va terminer ici. OK? Il va terminer ici, et en terminant ici, il va pas pouvoir l'attaquer. Il va pas pouvoir attaquer lui. Il va pouvoir m'attaquer moi, effectivement, mais il va pas pouvoir attaquer lui. Bon. Par contre, si jamais on lui fait faire une rotation en haut,
On va tester. Il va faire 1, 2, 3. Et il va terminer là-bas. Il va terminer là-bas. Il ne va pas pouvoir attaquer non plus. Hein, parce qu'il va être trop loin encore une fois. Donc je vous rappelle que la priorité, c'est qu'il se rapproche le plus possible. Si je le mets en rotation en haut, il va terminer à 1, 2 de sa cible. Si je le laisse en rotation actuelle, il va terminer à 1 de sa cible. Donc là, on ne va pas le bouger. Si je le mets en rotation ici, là ça va être pire, il va s'éloigner forcément, puisque c'est comme ça, donc il va s'éloigner, vous voyez. Donc là, en fait, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une, il reste tel qu'il est. Donc sa rotation, on ne touche pas sa rotation, il reste tel qu'il est, parce que par rapport au mouvement, c'est là où il se rapproche le plus possible. C'est ça la règle. Si c'était par rapport à l'attaque, bah, c'est pour qu'il puisse attaquer. Et si c'est par rapport au mouvement comme là, parce qu'il ne peut pas attaquer, bah, c'est qu'il se rapproche le plus possible. Ok. Donc là, la rotation, on laisse telle quelle. Ensuite, on nous dit qu'il attaque, mais il ne peut pas, puisqu'il n'a pas la portée. Donc du coup, bah, c'est non la réponse. Ok. Donc il fait le mouvement. Et le mouvement, comme on a réussi, comme on a mis sa rotation pour qu'il puisse faire son mouvement pour qu'il se rapproche le plus possible, et bien là, c'est le cas. Donc il va faire 1, 2, d'accord. Et après, il tourne ici. Et il se retrouve ici, en fait. Voilà. Il s'est rapproché, il a une distance. Il se retrouve ici, derrière mes fesses. Pile poil derrière mes fesses. Ensuite, il a une rotation. Et ensuite, il a une attaque. D'accord? Donc déjà, à chaque action, hein, il faut définir la cible. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, elle pouvait changer. Donc là, il a une rotation. Et avant de lui faire sa rotation, il faut définir la cible. La cible, on a dit que c'était le vaisseau, enfin l'ennemi, hein, ou l'objectif, ou le vaisseau, ou ce que vous voulez, le plus proche. Là, on est ex aequo. Hein. Entre moi, je suis à 1, et l'objectif qui est à 1, on est ex aequo. En cas d'égalité, on nous dit que c'est celui qui a le plus de coques. Si jamais il y a encore une égalité avec celui qui a le plus de coques, ça sera celui qui a le plus de boucliers. Et s'il y a encore une égalité, ça sera au joueur de choisir. Okay. Donc là, nous, il y a égalité. Celui qui a le plus de coques, bah, c'est le satellite, puisque le satellite, je vous rappelle qu'il a 10 points de coque et que moi, j'en ai actuellement 3. Pas de bouclier, de coque. Hein. Moi, j'en ai 3 parce que j'en ai perdu un avec mon sacrifice et avec le satellite, il a 10. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu con parce que d'habitude, dans les jeux, c'est celui qui a le moins de points de vie, il se fait cibler. Oui, mais pas dans celui-là. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé les règles. Les règles, c'est celui qui a le plus grand point de coque. Je sais, ça peut paraître un peu chelou. Après, vous êtes libre, si vous le souhaitez, de changer les règles et de dire il cible plus bas en coque. Comme ça, il le tue, on n'en parle plus. Pourquoi pas? Mais là, d'après les règles, c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Moi, je suis les règles, c'est comme ça. C'est peut-être pour un souci d'équilibrage possible, j'en sais rien. On verra plus tard quand on avancera. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul sur le jeu pour le dire, mais en tout cas, les règles, c'est bien comme ça. Donc là, bah, sa cible, c'est lui. On nous dit qu'il va faire une rotation. Alors, il veut faire une rotation pour attaquer, pour pouvoir attaquer sa cible. Et on nous dit que bah, là, de toute façon, il va pouvoir attaquer dans n'importe quelle rotation, il va pouvoir attaquer. On nous dit que quand il peut attaquer dans n'importe quelle rotation, le must, le mieux, en fait, c'est de le mettre en face. Donc là, je le mets en face avec sa rotation, il fait 1 et 2. Je le mets en face de sa cible, voilà. Parce que c'est ce que veut l'IA. Voilà. On nous dit s'il y a plusieurs espaces vers lesquels l'ennemi peut pivoter pour effectuer son attaque, ce qui est le cas, hein, il peut y en avoir plusieurs, et ben, il choisira de pivoter de manière à faire face à la cible. Donc là, il fait face. Et si jamais il y avait ex aequo, bah, dans ce cas-là, les joueurs peuvent choisir. Mais là, il n'y a pas ex aequo, il se met en face, point barre. Donc là, on a fait sa rotation, tout va bien. Et maintenant, on va attaquer. Voilà. Donc là, il va attaquer. Vous allez me dire, ouais, mais si par exemple il avait fait ça, par exemple s'il avait fait ça, il pouvait attaquer moi et le satellite, on est d'accord. S'il se met comme ça, il peut attaquer moi et le satellite. Hein. Donc logiquement, enfin, un être humain aurait fait ça. Logique. D'accord? Mais pas là. Là, dans le règle, on nous dit qu'il ne cherche pas à maximiser avec son attaque. Il se met en face. Voilà, on nous dit clairement, noir sur blanc, que les ennemis ne cherchent pas à maximiser leur attaque. Voilà, c'est marqué ici d'ailleurs. On nous dit les ennemis se concentrent sur leur cible, ignorant les opportunités de maximiser leur attaque. Donc là, il ne maximise pas, il reste sur sa cible standard.
C'est peut-être aussi pour un souci d'équilibrage, mais après, encore une fois, libre à vous de le modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez les faire maximiser si vous voulez, hein, ça ne change pas grand-chose en termes de règles. Ouais, on l'a vu là. Voilà, donc là, en tout cas, il va attaquer devant lui. Alors, il attaque qu'une cible, il n'en attaque pas deux, hein, donc en plus, là, il n'aurait pas pu maximiser parce qu'il a qu'une cible en vrai. Donc ça m'a fait un petit peu mentir. Donc même s'il se mettait là, comme ça, ben, en vrai, il attaquait que l'objectif parce qu'il y a un petit 1 là. Donc ça veut dire que c'est une cible. Donc en fait, il m'attaque même pas. Donc autant le mettre en face. Alors, il attaque à plus 0 sur sa capacité là, d'accord? Donc plus 0 sur sa capacité là, plus le modificateur ici qui sera de plus 1. Donc plus 0, plus 1, plus son attaque standard. Donc lui, il a une attaque de 2, hein, je vous rappelle, attaque de 2, d'accord? Donc 2 plus 1, 3, plus 0, toujours 3. Donc là, il fait 3 points de dégâts à lui. Alors lui, il commence avec 10 de coque. Il n'a pas de bouclier, hein. Donc 3 points de dégâts, 7. Il lui reste 7. Je vous rappelle que s'il détruit, c'est HS. Il y a un effet ici, un effet de combat qui doit être appliqué après l'attaque. Alors cet effet-là, je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est l'éloignement, cet effet. Donc on va regarder ça correspond à quoi, parce que je ne connais pas tous les symboles, bien entendu. Alors l'éloignement, on nous dit... Ok, éloignement. On nous dit donc la cible est éloignée du vaisseau. Si un vaisseau pourrait être éloigné sur deux hexagones différents, les joueurs peuvent décider entre eux. Les cibles peuvent être déplacées de plusieurs hexagones si l'effet est numéroté. Les cibles ne peuvent pas être poussées hors du plateau ou sur d'autres vaisseaux, bien entendu. Donc là, on nous dit que la cible est éloignée du vaisseau. Alors là, il n'y a pas de numéro, ou il y a un numéro, fais voir. Parce que je vois pas bien, c'est tout petit. Alors il y a... Non, non. Il n'y a pas de numéro là. Donc là, comme il n'y a pas de numéro, je pense que ça s'éloigne de 1, je suppose. Parce qu'on nous dit en fait que si c'est numéroté, ça peut s'éloigner de plusieurs hexagones. Donc je suppose que si c'est pas numéroté, bah, c'est simplement de 1 hexagone. Voilà. Donc là, le satellite, à cause des effets de laser ou je ne sais quoi, bah, il est poussé, non, il est propulsé en fait dans l'espace et il s'éloigne de 1 grâce à l'effet de ça. Voilà, il n'y a pas de numéro, donc il s'éloigne simplement de 1. Donc il a fait toute son activation. Hein, il a fait toute son activation. Donc fin du tour des ennemis. On passe à la fin de tour. Bon, bah, il n'y a rien de spécifique, bien entendu. On peut récupérer mes dés quand même. On avance la timeline de tour, mais bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt. Et ensuite, on recommence un tour. Je récupère un nouveau tour, je récupère un point de coque. Je passe à 2. Je lance mes dés, bien entendu. Oh là là, j'ai fait que du tir. J'ai fait que du tir, regardez, j'ai aucun mouvement. Waouh! Je crois que là, c'est chaud. Ah non, ça va. Je peux faire des rotations. J'ai fait que du tir. C'est chaud ça. Ok. Bah écoutez, regardez, je vais utiliser un point de tir pour faire une rotation. Ou pas. Comme là, je peux pas faire une manœuvre de mouvement à cause de tout ça, puisque c'est que du tir, bien entendu. Alors je pourrais faire ça, bien sûr. 1, 2. Est-ce que... Attends, 1, 2. Ben non. Ah si, je peux l'attaquer quand même. 1, 2, je peux l'attaquer. Ouais, je peux l'attaquer. Heureusement. Ouais. Bah, je vais faire ça, hein. De toute façon, pas d'autre chose à faire. Donc je vais faire une rotation. Hop, ici. Donc j'ai le droit de faire une rotation de 2. D'accord? Donc je fais 1, 2. Donc je me trouve devant là-haut comme ça. Voilà. Je me retrouve un petit peu à ses fesses, quoi, en fait. Et ensuite, je vais activer mon Burst Fire avec 2 dés. Tac, tac. Donc je le réduis de 1. Pour lui infliger 3 de dégâts. Ça, c'est cool. Et il est bien dans la zone, puisque si on regarde la carte, vous voyez, le petit hexagone qui est ici, ben, c'est exactement là où il se trouve. Donc ça fonctionne bien. Et en plus de ça, je suis
derrière lui, donc j'ai un avantage. Et oui, vu que je suis sur les 3 hexagones derrière, j'ai un avantage. Pas de chance pour lui. Donc c'est parti. 3 plus... Alors, moins 1 ou plus 1. Alors, je choisis le plus 1, bien entendu. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc je lui inflige 4 points de dégâts. Sa feuille, je vais la mettre là. Donc il était à 6, il passe à 2. Ok. Il me reste 2 dés. Par contre, mon autre attaque qui est ici, je ne peux pas le cibler là pour le coup, vous voyez, parce que regardez mon attaque, là elle commence ici. Ouais, non, là je peux pas le cibler. Il est hors de. En fait, là il est hors de portée parce que mon attaque commence là. Je peux commencer à attaquer ici, moi. Et lui, il est là. Donc là, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas dans la zone en fait. Il faudrait que je puisse faire une rotation. Mais je ne peux pas, j'ai pas de mouvement. Donc ce que je vais faire un sacrifice. Encore une fois. Hop. Donc je perds un point de coq. Ok. Et je remets un x2 dans mon deck. Et là, ça passe. Alors on enlève, ça passe à 0. Je vais le mettre dessus. Voilà. Ça veut dire que je ne pourrai plus l'utiliser, cette compétence-là. J'ai plus de supply. J'ai plus de munitions, si vous préférez. Et donc voilà. Et puis il me reste un dé potentiel, mais je peux rien faire, donc je vais stopper mon tour là. Ok, donc je stoppe mon tour ici. On passe à l'ennemi. On va voir ce qu'il va faire. Bon, je pense quand même que lui il va survivre, il n'y a pas de souci, mais ça peut aller très vite, il faut faire attention. Hop là, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une rotation par rapport à sa cible. Qui est sa cible? Sa cible, bah, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Bah, parce que, comme je vous ai dit, la cible, c'est le plus proche. Là, le plus proche, c'est moi. C'est plus le satellite, il est éloigné. Il est à 2 cases, moi je fais une case. Donc là, sa cible, c'est moi. Et il veut faire une rotation, et il veut faire une rotation pour essayer de m'attaquer, bien entendu. C'est la priorité. Là, vu qu'il va pouvoir m'attaquer sur plusieurs hexagones, mais il va simplement se mettre en face. Donc il va faire 1 et 2. Il se met en face de moi, en fait. Voilà, vraiment en face de moi pour pouvoir m'attaquer. Ensuite, il m'attaque. Je suis carrément dans la zone. Donc là, il m'attaque. Alors, il y a plus 1. Oh, le salaud. Plus 1. Donc là, lui, de base, il a 2. Plus 1, ça fait 3. Ok. 3. Mais attention, moi, je me retrouve à 3 de distance du faucon. 1, 2, 3. Et donc, on nous a dit que c'était moins de 4. Quand un vaisseau attaque un héros à moins de 4 de lui, il a un désavantage. Donc là, il a un désavantage parce que je me trouve à côté du faucon qui a une protection. Donc, il a un désavantage. Je tire 2 cartes. 0 et 0. Bon, bah, ok, désavantage. Super. Donc là, en fin de compte, il fait 2 plus 1, 3. Il me fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Donc, 1, 2 et 3. Il me reste 1 point de vie. Ah, c'est chaud, hein. Faire attention, hein. Ça peut aller très vite. Donc là, il me reste 1 point de vie. Il a failli me détruire. Est-ce qu'il a attaqué? Bah oui, il a attaqué. Donc maintenant, il fait son mouvement. Alors, son mouvement, il commence comme ça. D'accord? On nous dit qu'il veut aller ici. Ensuite, aller ici. Et il termine comme ça. Voilà, il se met vraiment, il fait une manœuvre pour vraiment être derrière moi, pour m'enfoncer à mort, quoi. Regardez ça. Ah, le malin. C'est un malin, hein. Regardez ça. C'est un bon pilote, hein, quand même, hein. Il a fait ça, il m'a détruit sur le côté. Et là, manœuvre de malade pour se retrouver derrière moi. C'est une manœuvre très difficile à faire dans l'espace. Je peux vous le dire parce que j'ai joué beaucoup à Elite Dangerous. C'est une manœuvre très difficile à faire et là du coup il se retrouve quand même derrière moi. Donc le gars il arrive à me tirer dessus et en plus à être derrière moi. Ce qui est très rare parce que normalement quand on arrive à tirer sur quelqu'un, souvent il fait une manœuvre pour qu'après il se retrouve derrière nous. Donc bien joué de sa part, hein. Pour le coup, waouh, bravo. Là je peux que le féliciter en tant que pilote professionnel, hein. Pour le coup, bien joué, bien joué là, hein. Bien joué de sa part. On récupère les dés. Nouveau tour, hein. Je récupère un point de coq. Ok. Je lance mes dés. Et là, il y a intérêt de le tuer, sinon on meurt. Ok. Bon, j'ai pas mal de manœuvres. J'ai un dégât, enfin un tir. Ok, ok. Ah là, faut pas se louper. Alors là, si je fais une
2, je pourrais lui tirer dessus avec mon Burst Fire directement. Juste en faisant une rotation, je peux lui tirer dessus. Si jamais ça se passe mal, hein, si jamais quand on pioche, on a un miss, parce que ça peut arriver. Si jamais on a un miss, il faut avoir un plan B, forcément. Le problème, c'est que j'ai pas de plan B, puisque pour avoir un plan B, il faut que j'ai un autre tir, et j'ai pas d'autre tir. Ça, c'est le problème. Donc, je suis dans la mouise, là. Autrement, je fais ça. Ouais, ça va pas. Euh, Vous pensez que ça va passer ou pas? Si ça passe pas, je suis dans la mouise, hein. Si j'ai un miss, parce que ça peut arriver d'avoir un miss, ça veut dire que je rate mon attaque complètement. Si j'ai un miss, je suis mal, hein. Que lui, après, il va jouer, il va m'attaquer, forcément, il va me défoncer. Et oui, on peut pas se permettre. Donc là, ça va être compliqué. Bon, après, je peux toujours garder 3D pour essayer de me heal. Voilà. Je peux toujours garder 3D parce que les 3D me permettent de me heal ici. Mais bon, c'est 2 points de coque, 2 points de bouclier. Ouais, si, ça me permet quand même de me heal pas mal. Ou alors, je pourrais faire un flank ici, vous voyez, parce que je suis dans le bon sens, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais un flank, je vais monter et redescendre. Donc, je vais me retrouver pratiquement en face de lui, hein, par là, quoi, en face de lui. Puis après, je pourrais faire une manœuvre de mouvement tout droit, ici. Et là, je pourrais le défoncer. Je serais pratiquement, je serais derrière lui, j'aurai un avantage. Ça, c'est la deuxième solution. Ça peut être une solution et ça peut me permettre aussi de... Ouais, ouais, si, ça peut être une solution, ouais. C'est-à-dire qu'on ne se tourne pas, on fait simplement une manœuvre de flanc. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va faire ça, je pense. Donc, je vais faire une manœuvre de flanc. Donc, c'est la dernière. Qu'après, je peux plus. Donc, 3 cases. 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, je me retrouve ici. Ensuite, je me retrouve ici. Comme ça. Exactement. Voilà, c'est ce que je vous dis en fait. J'ai fait une manœuvre de demi-tour. Bah ouais, parce que c'est difficile de faire un demi-tour ensemble. Ensuite, moi, je vais faire un mouvement tout droit, direct. Ici. Voilà, 3 cases tout droit. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est bien. Et ensuite, je le défonce. Alors, est-ce que... Moi, je suis à 2 cases. 1, 2. Ouais, je le défonce là. 1, 2, 1, 2. Ouais, je le défonce avec mes deux armes. Avec celui-là, il est dedans. Il est dans la zone. Et avec celui-là, il est dedans aussi. Ouais. Donc là, ma manœuvre de faire ça et ça a été un bon... ça a été un bien joué, je pense. Par contre, laquelle je vais faire? Alors, il lui reste 2 points de coque. Donc, je vais faire simplement celle-là. Et que je vais améliorer pour faire 3 au moins. Oh, si j'ai au cas où j'ai un -1, on sait jamais. Donc j'enlève ça, c'est ma dernière fois. Je pourrais pas le refaire, mon burst. Voilà. Je lui fais 3 dégâts. Je suis en... Je suis pas en avantage, que je suis pas derrière lui. Je suis pas considéré comme derrière lui, je crois pas. Je vais vérifier, mais je crois pas. Non, je suis pas du tout. Vous voyez, par exemple, pour l'exemple, hein, derrière lui, c'est ça. Donc là, le blanc, c'est le devant, d'accord? Et vous voyez, toutes les cases vertes, c'est l'avantage. Donc si je me mets comme lui, il est, c'est-à-dire comme ça, ok? On voit bien que moi, je suis là, en fait. Je suis à une case d'avoir l'avantage. Dommage, hein. Une case devant et j'avais l'avantage. Mais là, c'est pas le cas. Il manque une case pour avoir l'avantage. Bah ouais, là, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas... Je suis pas bon. Il est comme ça. Ouais. Voilà, une case. Moi, je suis exactement ici. Je suis exactement dans cette case-là. Voilà. Donc, il me manque une case. À une case près, je pouvais avoir l'avantage, mais là, malheureusement, je ne peux pas. Pas grave. J'ai pas d'avantage, c'est pas grave. Ok. Donc, j'ai pas d'avantage. Je tire à 3 avec un modificateur. J'ai pas eu le miss, heureusement. Donc, je lui fais 3 plus 1, 4, il meurt. Il passe à 0 de coque et il est cappuccino. Waouh.
Et ça, c'est le tutoriel, les gars, hein, donc c'est normal que ça soit facile, enfin j'espère en tout cas. C'est normal que ça soit assez facile, quoique quand même je finis à un point de coque, mine de rien. Donc là, tous les vaisseaux ennemis ont été détruits. Donc c'était notre objectif, de protéger le satellite. D'accord? Donc vous avez compris comment ça se passe la phase de combat. Ça se passe exactement comme on vient de faire. Vous voyez? Donc ça reste assez simple et en même temps, il y a ce côté un petit peu calculatoire des manœuvres en fait de votre vaisseau, hein, comme si vous étiez un pilote en vrai dans l'espace. Donc on nous dit après, donc ça, on s'en fout, après avoir soit atteint l'objectif, soit échoué, consultez les pages 25 et 26 du livre de règles sur la fin des scénarios. Et l'objectif, c'était éliminer tous les vaisseaux ennemis avant qu'ils ne détruisent le satellite. Donc là, on a réussi l'objectif. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo. Ouais, on a 2 heures de vidéo. Je vais mettre fin à la vidéo là. Voilà, comme ça, vous aurez vu un petit peu l'exploration. Et la prochaine vidéo, eh ben, on continuera ça, c'est-à-dire qu'on prendra le succès, on lira la page et tout, et on continuera notre aventure. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.